on s'est inspiré, moi je me suis inspiré beaucoup au début de bactéries, de systèmes unicellulaires, donc de petites cellules. Alors, on n'a pas l'habitude de les voir à l'œil nu, mais on a l'habitude en revanche de les voir à l'école ou bien dans les journaux, donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait, petit à petit, donc à la limite, ce seraient des petits insectes, mais avec moins d'éléments constitutifs qu'un insecte peut en avoir, parce qu'un insecte, c'est quand même ultra complexe. Mais ça ressemble un peu à des vers ou à des petits insectes. Mais en revanche, il y a quand même des parties mécaniques. C'était pas le cas au tout début, mais petit à petit, il y a quelques parties mécaniques entre guillemets plus traditionnelles qui viennent se rajouter. Et donc, c'est un mélange en fait, une combinaison de petits insectes mous tels qu'on les imagine. Et parfois, il y a des choses qui peuvent ressembler vaguement à des engrenages ou à des éléments qu'on a l'habitude de voir dans des montres ultra petites mécaniques ou bien dans l'imagerie de science-fiction post-Jules Verne, je dirais, ou cyberpunk. Il y a une petite combinaison de ces éléments, ouais. Zo, 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Bertrand Duplat, le CEO de Roboté, qui est un ingénieur et inventeur. Salut Bertrand, ça va? Bonjour Guy Bertol, ça va très très bien. Nice. J'ai plein de sujets pour toi. On va parler micro-robot aujourd'hui. On va parler roboté, bien entendu. On va aussi parler de ton aventure en Égypte avec les pyramides, avec la pyramide de Khéops, intelligence artificielle. Mais avant, ce que je te propose, Bertrand, si tu le veux bien, c'est de te présenter succinctement. Oui, alors je m'appelle Bertrand Duplat, comme tu l'as dit, je suis ingénieur, je suis roboticien aussi, et j'ai travaillé principalement dans les domaines de la robotique, dans lequel je travaille actuellement depuis un certain nombre d'années, et puis encore pour pas mal d'années, de la micro-robotique neurochirurgicale, précisément, chirurgicale et neurochirurgicale. J'ai aussi travaillé beaucoup dans le domaine de la 3D, qui pour moi étaient des domaines liés, donc de la réalité virtuelle et un peu du prototypage de jeux vidéo. Les deux ont toujours été liés depuis le début. Je suis assez passionné par ce que je fais en général, et là je suis complètement passionné par ce que je fais en particulier maintenant, depuis 6 ans maintenant, et puis pour très longtemps, et donc c'est de développer, tu en as parlé, un micro-robot pour aller dans le corps humain, mais en particulier pour aller dans le cerveau, euh, pouvoir faire des traitements et puis pouvoir aider les neurochirurgiens et les neurologues et tous les neuros qui traitent des patients sur différents types de pathologies. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre au point avec toute l'équipe de Roboté et puis toute l'équipe des médecins, des scientifiques qui travaillent avec nous. C'est pour ça d'ailleurs que je suis en ce moment à Berlin pour une conférence à ce sujet de neuro-repair, donc de neuro-régénération, et travailler sur ce micro-robot avec ce but, mais aussi travailler avec toute l'équipe de Roboté et toute l'équipe autour, c'est quelque chose de vraiment très enthousiasmant et juste passionnant, et c'est aussi une aventure humaine. Voilà, donc je suis dans la robotique et puis je suis aussi au milieu de cette aventure humaine que j'adore. Yes. On va revenir sur tous ces éléments-là point par point. Je te, euh, je te propose dans un premier temps de nous pitcher un petit peu roboter sur la partie organisationnelle parce que forcément, lorsque tu parles de roboter, ça se ressent que c'est quelque chose de transdisciplinaire. Enfin, il doit y avoir plein de métiers en même temps qui interviennent pour cet objectif futuriste. Déjà, c'est combien de personnes robotées aujourd'hui? Aujourd'hui, dans la société, on est 15 Mhm. précisément. On est 17 avec des stagiaires, mais on est 15 dans la société. Et autour, c'est quand même beaucoup de monde. L'écosystème qui est autour de nous, il y a différents niveaux de cercles, mais je pense qu'on a un écosystème de personnes qui travaillent avec nous, de au moins une trentaine de personnes en plus, Mhm. et l'écosystème très élargi avec les gens que l'on consulte de temps en temps, ou qui nous suivent, et qui à un moment ou un autre
se raccrochent ou nous apportent des informations, des contacts, leur expérience sur le micro-robot, c'est facilement au-dessus d'une centaine. Donc voilà, on est 15, et c'est très bien, c'est déjà beaucoup. Mais on a plusieurs cercles autour de nous qui élargissent très largement ce réseau, en quelque sorte. Ouais. Yes. Tu nous donnes un petit peu un ordre d'idée du pédigré, en tout cas la typologie de profil qu'on va retrouver dans la team, c'est des Ouais, bien sûr, ingénieurs, bien des sûr. médecins. Alors, on a dans la team directe, on a les, euh, les ingénieurs et les scientifiques Mhm, qui sont à la base, la plupart d'entre eux sont quand même des roboticiens ou des micro-roboticiens. Donc, mhm, ce micro-robotique, micro-roboticien en tout cas, ça n'existait pas quand j'étais étudiant, mais maintenant ça existe. Il y a des formations à ça. Donc ça, je dirais que c'est vraiment le noyau, donc des On peut faire une micro. petite parenthèse Ouais, sur ce truc de micro. C'est quoi l'ordre de grandeur quand tu parles de ouais. Donc micro-robots aussi? aujourd'hui, quand on parle, le terme dans la presse, dans les médias, le plus utilisé, c'est nanorobot, Yes. et c'est devenu un terme générique pour les tout petits robots. Mhm, Stricto sensu, si on vraiment on s'en tient au sens des mots, nano, c'est une échelle nanoscopique. Donc c'est 1000 fois plus petit que l'échelle microscopique. mhm, Et il y a très peu de systèmes qui peuvent prétendre être nanoscopiques, et ce seraient plutôt des systèmes qui se déplaceraient dans une cellule unique, vu l'échelle. mhm. Mais ce terme a été repris très largement et utilisé pour tout ce qui est petits robots. Et donc, les micro-robots ou les nanorobots, ce sont des robots qui commencent à quelques millimètres, je dirais, 0, enfin, un demi-centimètre, 5 millimètres, jusqu'à une échelle réellement nanoscopique, où en général, ce ne sont plus des robots, ce sont plutôt des machines moléculaires sophistiquées. Et donc, dans ces échelles millimétriques, submillimétriques, micrométriques, eh Mhm. ben, on a les micro-robots. Et nous, on se situe autour du millimètre en diamètre aujourd'hui sur notre micro-robot. Yes. Donc, tu étais en train de donner un petit peu le pédigré de Ouais, l'équipe. ouais, absolument. Donc, comme tu le disais, c'est hyper transdisciplinaire. Donc, déjà, parmi ces ingénieurs et ces scientifiques, j'ai dit que le noyau était robotique et micro-robotique. C'est vrai, mais il y a des spécialistes du son, par exemple, qui s'occupent d'ultrasons, puisqu'on fait le tracking du micro-robot, donc le fait d'être capable de le localiser en temps réel pour savoir où il est, mais aussi pour que lui-même puisse s'orienter, se piloter avec des ultrasons. Donc, ce sont des ingénieurs qui sont spécialisés sur ces sujets, qui sont des spécialistes du son, Mhm. et en particulier des ultrasons. Il y a des spécialistes de certains types de matériaux également que l'on utilise. Par exemple, on utilise des matériaux un peu particuliers pour faire tourner le robot. Donc, on a des scientifiques qui travaillent sur ce sujet. On a des scientifiques qui sont aussi qui ont une formation de base de chimiste, toujours quand on travaille sur certains matériaux avec des propriétés qu'on souhaite utiliser. Donc même au sein, il y a des microélectroniciens qui ont en général suivi un cursus plutôt robotique ou micro-robotique, Mhm. mais dont la spécialité c'est la microélectronique. On a un physicien également qui nous a rejoint, qui également est passé par la micro-robotique, mais dont la formation initiale et dont d'ailleurs ce qu'il fait chez nous est lié à la physique plus fondamentale, plus générale. Donc même cette appellation de robotique en fait chapeaute des spécialités très différentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes ces spécialités, eh bien, chacun est à la fois ultra spécialisé dans son domaine, mais connaît bien ce que font les autres. C'est ça qui permet la transdisciplinarité. Et après, il n'y a pas que des ingénieurs et scientifiques, il y a aussi des juristes qui nous aident beaucoup sur tous les aspects légaux qu'on peut avoir dans la société, des Nancy, Jonah qui travaillent sur tous les aspects business, tous les aspects structuration d'une société, RH, les contrats qui sont aussi des éléments extrêmement importants, tout ce qui est lié au brevet. Donc il y a énormément de travail également qui vient accompagner tout ça, tout l'aspect réglementaire pour choisir les premières indications et s'assurer qu'on est conforme aux attentes des instances réglementaires vis-à-vis de ces indications, donc des thérapies qu'on va mettre en place. Donc il y a un énorme travail qui se fait tout autour de ce micro-robot,
pour permettre en fait qu'ils soient utilisés de façon concrète, et puis aussi pour nous permettre de nous structurer en tant que société. Après, il y a des médecins, et ça, les médecins, et en particulier des neurochirurgiens, puisque c'est à eux que l'on destine nos micro-robots. Mais les neurochirurgiens, ils sont dans la société, mais ils sont en dehors. Ils travaillent comme neurochirurgiens parce qu'on préfère travailler avec des médecins qui soient dédiés à leur pratique, puisqu'on travaille sur des temps très longs, donc on préfère bien sûr utiliser les capacités et puis collaborer avec des médecins qui ont des besoins concrets et qui vont pouvoir appliquer les micro-robots à leurs problématiques. Donc on a Arthur André et puis un ensemble de neurochirurgiens proches et parfois plus éloignés qui sont à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, à la Riboisière, dans d'autres hôpitaux français, européens, à la Charité également, à Berlin, puisque c'est ici qu'on enregistre aujourd'hui et que je suis à cette occasion. Et puis aux États-Unis aussi, on a pas mal de neurochirurgiens qui nous suivent depuis assez longtemps dans différentes institutions, différents hôpitaux universitaires américains. Voilà, donc les médecins, on en est très très proches, mais on les laisse dans leur environnement naturel hospitalier. Et puis après, on a d'autres collaborations sur des éléments extrêmement spécialisés, sur des problématiques de microfabrication, donc pour fabriquer les pièces que l'on va ensuite assembler, des problématiques de laser, des problématiques aussi, je parlais des ultrasons, des spécialistes de ces sujets que l'on va chercher dans l'université, dans les laboratoires, et qui viennent nous aider en encadrant des thésards ou bien sous d'autres formes, de manière en général très longue dans le temps. On est sur des collaborations longues. Moi, je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. Je suis super content d'être ici avec toi à Berlin et je trouve que c'est un univers assez. On n'est pas loin de la science-fiction, j'ai envie de dire. Les gens sont peut-être familiers au contexte de robots, disons avec des grandeurs qui sont considérables du collectif avec en tout cas pour des gros robots, je sais pas, des hélices, un système d'engrenage, de propulsion, tu vois, pour le déplacement. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer ça dans la tête? Parce Ouais, que je comprends. Alors effectivement, il y a pas mal de différences avec les robots que l'on connaît et que l'on s'imagine, notamment qu'on est sur de la robotique flexible. Donc ça, c'est une tendance de ces dernières années. C'est une tendance aussi à l'échelle macroscopique, donc à l'échelle de ce qu'on peut voir et des gros robots, Mhm. mais à l'échelle microscopique et surtout dans le domaine médical, c'est vraiment très important d'avoir de la flexibilité parce que c'est comme ça que fonctionne le corps, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Mhm. Et donc, en général, quand on met quelque chose de très dur face à des tissus qui sont très mous, ils réagissent moins bien que si on met des choses flexibles, en tout cas. Pas forcément molles, mais flexibles. Donc, on est sur de la robotique flexible, donc on est sur des structures qui sont capables de se déformer. Et on est plus proche, je dirais, on s'est inspiré, moi je me suis inspiré beaucoup au début de bactéries ou de systèmes unicellulaires, donc de petites cellules. Alors, on n'a pas l'habitude de les voir à l'œil nu, mais on a l'habitude en revanche de les voir à l'école ou bien dans les journaux, donc on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait, petit à petit, donc à la limite, ce seraient des petits insectes, mais avec moins d'éléments constitutifs qu'un insecte peut en avoir, parce qu'un insecte, c'est quand même ultra complexe. Mais ça ressemble un peu à des vers ou à des petits insectes. Mais en revanche, il y a quand même des parties mécaniques. C'était pas le cas au tout début, mais petit à petit, il y a quelques parties mécaniques entre guillemets plus traditionnelles qui viennent se rajouter. Et donc, c'est un mélange en fait, une combinaison de petits insectes mous tels qu'on les imagine, et puis parfois il y a des choses qui peuvent ressembler vaguement à des engrenages ou à des éléments qu'on a l'habitude de voir dans des montres ultra petites mécaniques ou bien dans l'imagerie de science-fiction post-Jules Verne, je dirais, ou cyberpunk. Il y a une petite combinaison de ces éléments, ouais. Mais disons quand même que en dehors de l'aspect micromécanique euh, classique, il n'y en a pas beaucoup, et de la mécanique flexible, tout repose quand même sur des matériaux qui ont des propriétés
de déformation, de sensing, c'est-à-dire qui servent aussi de capteurs, qui sont assez étonnants. Et donc il y a beaucoup de choses quand même dans ces micro-robots qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et il faut un œil expérimenté pour pouvoir remarquer ces détails, ou alors il faut les voir, ces micro-robots, en mouvement, pour voir qu'il se passe des choses un petit peu étranges, ou en tout cas qui sont différentes de ce qu'on peut voir dans les films. Mais ça ressemble plus à des micro-machines qu'à des vaisseaux spatiaux robotisés, ou des gros robots qu'on peut voir dans la science-fiction. Nous, on est très habitués à ça, à les voir, mais chaque fois qu'on en fabrique un nouveau, on se met quand même tous autour du microscope ou de la table pour regarder, parce on reste fasciné quand même par l'arrivée de ces créatures qu'on baptise à chaque fois, on leur donne des petits noms. Et comment est-ce qu'on fabrique un truc aussi petit? Avec quoi? Tu vois, c'est quand même c'est quasi invraisemblable. On a, c'est au micro. Comment est-ce que ça, concrètement, peut-être ça va aller beaucoup dans la technique, mais comment est-ce qu'on peut fabriquer des trucs aussi petits avec autant de complexité à l'intérieur? Comment on pilote même ça? C'est quoi? C'est avec un ordinateur, une commande à distance comme ça? Alors déjà pour la fabrication, effectivement la fabrication c'est un point critique. Il y a la physique qui est critique, c'est-à-dire le fait de pouvoir avancer, de pouvoir faire les mesures que l'on veut faire avec les différents capteurs. Il y a la médecine qui est critique aussi, ne pas endommager les tissus dans lesquels on va se déplacer, et puis pouvoir prendre les mesures et faire les traitements qu'on souhaitera y faire. Et puis il y a la microfabrication, comment on fabrique tout ça. C'est Ouais, pour la médecine, c'est vrai qu'il y a des risques quand même, parce que j'imagine bien que si il y a des alors, dommages au niveau de, je sais pas, ça peut causer peut-être une hémorragie ça lors c'est du ça c'est déplacement. exactement ce qu'on veut absolument éviter, c'est de permettre justement de ne pas avoir d'hémorragie par rapport à ce qu'on pourrait faire avec les outils qui Mhm. existent aujourd'hui. Mais sur la microfabrication, on utilise des lasers pour faire des pièces Là, on n'est que dans de le laser. cerveau, hein, pour ces robots-là. C'est pas tout le corps, c'est Alors juste dans le c'est cerveau. pour le cerveau, mais il y aura certainement plus tard des utilisations aussi dans d'autres organes euh, D'accord. qui sont similaires en consistance avec le cerveau. Donc nous, dans le cerveau, on va se déplacer tout d'abord dans la matrice extracellulaire, donc c'est-à-dire entre les cellules, donc dans la partie solide mais molle du cerveau, et non pas dans le système vasculaire, donc pas dans les veines, pas dans les artères, La partie euh, liquide. pas dans la partie liquide dans un premier temps, et ensuite on a aussi développé des technologies pour se déplacer dans la partie liquide. Donc il est possible qu'à un moment ou un autre, on le fasse concrètement. Et c'est la même chose dans le corps. Ensuite, je pense que ces techniques seront utilisées, ou nos micro-robots seront utilisés pour des organes qui ont les mêmes consistances plus ou moins que le cerveau. Alors, évidemment, aucun organe n'est similaire au cerveau, hein, parce qu'il y a tous les neurones, mais le foie, le pancréas, ce sont des organes qui ont des Des propriétés mécaniques spécificités. qui sont relativement similaires, et dans lesquelles les micro-robots pourraient être réutilisés. Et sinon, pour terminer sur la microfabrication, Ouais, donc on avec les fabrique avec lasers. les lasers, et ensuite des pièces, et ensuite on les assemble au microscope en fait. Donc soit on les assemble jamais vraiment à la main nue en fait, avec Mhm. des pinces, ça peut arriver, mais c'est rarissime. Plutôt avec des micro-manipulateurs, ou avec des robots en fait, des robots un peu plus gros, des bras robotisés qui permettent de manipuler les pièces pour les assembler comme il faut. Donc on a les étapes, quoi. On a la micro-fabrication des pièces, et puis Mhm. ensuite on a tout ce qui est micro-assemblage. Et parfois c'est super complexe, enfin c'est toujours super complexe. Donc en général on fabrique aussi des pièces qui aident à la fabrication, et qui sont juste des éléments qui aident à l'assemblage en particulier, qui sont des éléments pour l'assemblage. Mais pour l'instant en tout cas, on est là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment derrière chaque étape, même si on utilise un robot parfois, ou un micro-manipulateur, il y a un ingénieur, il y a un scientifique pour faire cette manipulation, et Mhm. pour assembler, encore une fois, au microscope en général. Mais après, il y a certains de nos scientifiques ingénieurs sont plus doués que d'autres, que moi en particulier, pour assembler. Donc il y a quand même des gens qui ont des doigts experts, comme il y en a en chirurgie, comme il y en a dans tous les domaines, quoi. Yes. Bah, si on reste juste au niveau du cerveau, comment est-ce que ça se déplace concrètement? Est-ce que
tu vois, comme les autres robots, peut-être ça va fonctionner avec des batteries, pour d'autres ça sera avec Voilà, alors du aujourd'hui, carburant. J'imagine pas trop le truc. non, parce que Je pose des questions naïvement hein, parce non, que c'est c'est des assez bonnes questions. fascinant. Nous, pour l'instant, on a un robot qui a un fil. Donc l'énergie, on l'amène avec un fil ultra fin, mais on a un micro-robot qui est filaire. Donc Ok, ça veut dire une ouverture. de toute C'est pas un façon, truc de qu'on toute voit façon, et il y a une ouverture de toute dans le façon, corps. de toute façon, il y a une ouverture parce qu'on ne peut pas accéder au cerveau comme ça, hein, sans ouverture. Mais Je crois que c'est un truc qu'on injecte et puis avec une commande à non, non, parce que distance. justement, il se déplace pas dans le sang. Et puis, Ah oui, effectivement. donc, parce qu'en fait, le problème du sang, c'est il y a, euh, il y a beaucoup de veines et d'artères dans le cerveau, mais il y a ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. En anglais, c'est la blood-brain barrier, donc c'est BBB. Et en fait, c'est vraiment une barrière naturelle qui fait que le sang se déplace entre guillemets dans le cerveau, dans le système vasculaire du cerveau, mais on n'a pas accès parce qu'il y a cette barrière aux neurones. Donc cette barrière protège extrêmement bien les neurones et les cellules qui sont à l'intérieur du cerveau, qui les protège de quoi? Les protège de tout ce qui est bactéries, de certains virus, les protège enfin des virus d'ailleurs, Mhm. les protège des très grosses molécules qui pourraient avoir des effets néfastes à l'intérieur du cerveau. Et Mhm. donc quand on est dans ce système vasculaire, eh bien on n'a pas accès à ces neurones et nous on voulait pouvoir y avoir accès, donc c'est pour ça qu'on va dans ce que j'ai appelé la matrice extracellulaire, dans le parenchyme du cerveau, dans la partie solide, Mhm. molle du cerveau. Et donc pour y accéder, eh bien il faut qu'un neurochirurgien fasse un petit trou et fasse une sorte Ah d'injection du ouais. micro-robot. Mais un neurochirurgien, s'il ne fait pas de trou dans le crâne, il ne peut rien faire. Enfin, son métier commence quand il fait un trou dans le crâne ou éventuellement dans la colonne vertébrale. Mais sinon, il n'y a pas de, il y a rien de, il n'y a pas d'intervention possible. Ça, c'est la partie pas sexy avec le trou. Le trou sur la Ouais, tête. le trou, là où il est sexy, c'est qu'au lieu d'avoir un gros trou dans la tête, on a un tout petit, quoi, pour insérer le Pas de l'ordre micro-robot. du micro quand même. Non, 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 on est au millimètre ou à 2 millimètres. D'accord. Yes. Donc, pour la partie des risques, j'imagine c'est un point sur lequel vous bossez encore, vu que Bah, la partie des risques, c'est la partie principale en fait. Alors, évidemment, on bosse d'abord sur le micro-robot pour en avoir un qui fonctionne. Et à ce moment-là, on se préoccupe des risques, mais enfin, on est quand même focalisé sur le fait d'avoir un robot complet, ce qui est très Mhm. complexe parce qu'il y a beaucoup de composants dans un robot. Donc, pour avoir le robot complet, il faut d'abord développer tous ces composants individuels et puis ensuite il faut les regrouper. Mais une fois qu'on a le robot complet, eh bien là, c'est vraiment les risques sur lesquels on se focalise et sur lesquels on est obsédé. Comment faire en sorte que ces risques soient minimum. Et donc, avoir non seulement réduit les risques, mais aussi avoir des solutions entre guillemets, de rechange ou de crise s'il y avait certains problèmes pour que les risques soient vraiment, vraiment minimalistes. Donc Ok, c'est notre travail quotidien, en fait, permanent. top. On va revenir sur Roboté. Je te propose de faire un petit peu une petite pirouette là sur. Déjà, toi, tu peux nous parler un petit peu de tes origines. Ouais. T'es de Paris, t'es né là-bas. Alors, je suis né à Paris, ouais. Je suis né à Paris dans le 17e, mais j'ai grandi plutôt en banlieue. Mhm. J'ai grandi un petit peu au Maroc pendant 2 ans, mais ensuite en banlieue parisienne. Je suis revenu à Paris à 17 ans, donc je dirais que j'ai la double culture Ouais. banlieusard et parisienne. Ça, je dirais peut-être banlieusard en premier, même si j'adore Paris. Mais comme c'était mon adolescence, ça m'a plus marqué. Je Mhm. suis de père français et de mère et de famille maternelle d'ailleurs 100% argentine. Donc Ah ouais. Amérique du Sud, avec toute ma famille maternelle en dehors de ma mère qui vivait en Argentine, dans une ville de province qui s'appelle Santa Fe, un petit peu au nord de Buenos Aires, la capitale. Et voilà, donc j'ai grandi quand j'étais petit enfant avec pas mal de voyages justement pour passer plusieurs mois dans ma famille en Argentine
à Santa Fe, et comme je suis vieux, enfin, suffisamment en tout cas, on y allait notamment en paquebot, donc c'était vraiment des grands voyages quoi, Waouh. pour aller là-bas et pour en revenir. Donc j'ai des souvenirs de ça, je crois que c'est d'ailleurs les premiers souvenirs de ma vie. Et puis après, voilà, au bout d'un moment, je pense que vers 5 ans, on s'est fixé en banlieue parisienne, et j'y suis resté jusqu'à 17 ans. Et après, enfin bon, après c'est la suite, peut-être que c'est toi qui vas me poser des questions sur Yes. le après. Mais ça se voit quand même un petit peu qu'il y a un brin de ce côté de l'autre côté, enfin l'autre continent. Et du coup, t'as cette culture-là, tu parles espagnol aussi? Je, je, honnêtement, malheureusement, je baragouine l'espagnol. Je le comprends très très bien, Mhm. mais enfin, je le comprends très bien dans les choses simples. Je le parle pas très très bien. Mon espagnol est un peu resté figé à l'âge de 4 ans ou 5 ans Mhm. quand j'ai arrêté de voyager là-bas. Mhm. Je voulais pas que ma mère me parle espagnol une fois qu'on était en France, définitivement. Et donc, j'ai pas appris l'espagnol au-dessus de cet âge-là. Donc, je sais me débrouiller pour boire, pour manger, pour des choses très simples. Mais je peux pas avoir une discussion philosophique en espagnol. Et de façon étonnante, c'est un hasard complet, Mhm. il y a énormément de latino-américains dans toute l'équipe de Roboté. Donc, C'est fait exprès ou c'est c'est la pas du tout fait coïncidence exprès, de... c'est une totale coïncidence. Voilà, on a brésiliens, mexicains, péruviens. C'est vraiment beaucoup de latino-américains dans l'équipe, et c'est incroyable, mais c'est vraiment une coïncidence totale. Yes. Donc toi, t'as fait tes études un petit peu sur Paris et plus tard à Alors, l'étranger. j'ai fait, effectivement, je fais mes études, enfin, le maths sup, maths spé, et puis mon école d'ingénieur à Paris. Et puis ensuite, j'ai une bourse pour aller travailler, pour être chercheur, en fait, à McGill, au Mhm. laboratoire de robotique et d'intelligence artificielle. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, le prof qui m'encadrait, qui me suivait, c'était Vincent Hayward, qui maintenant est à la Sorbonne et qui est un des conseillers et des parrains de Roboté. Et donc il m'a un peu bisuté, il m'a donné une première chose assez complexe à faire, mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été énormément aidé, ça s'est fait très rapidement, et après il m'a laissé une très grande liberté. Et donc j'étais absolument passionné par ce travail de robotique et aussi de 3D, parce que j'ai fait pas mal de... Je commence à faire de la réalité virtuelle à l'université McGill. Et j'ai vraiment adoré ça, mais j'ai pas trop voulu suivre le côté universitaire. Donc j'étais pas intéressé par la carrière purement universitaire, mais j'ai adoré la liberté que ça donnait de pouvoir justement réaliser concrètement tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors, je dirais pas ses rêves, mais en tout cas les expériences et les systèmes que j'avais envie de développer. Vincent m'aidait à les développer, Mhm. les améliorer, et les aurait filtrés s'il n'avait pas trouvé ça intéressant. Mais cette liberté de faire ce qu'on avait envie de faire et ce qui semblait intéressant, j'ai adoré ça. Yes. Et ce projet que tu as sur la 3D, tu le faisais en parallèle ou c'est un side project que tu as pris complètement en main Non, c'était vraiment, au début, c'était vraiment de la réalité virtuelle pour la robotique. Mais on voyait bien qu'il y avait, c'était les tout débuts de la réalité virtuelle, hein. C'était au début des années 90, hein. quand même. Donc, ouais. Et donc, on voyait bien qu'il y avait un potentiel qui allait bien au-delà de la robotique virtuelle, quoi. Donc, Mhm. il y avait... Et puis, à cette époque, à Montréal, il y avait aussi plusieurs sociétés, dont une grosse qui s'appelait Softimage, qui a été rachetée ensuite par Microsoft, qui faisait des logiciels pour faire de la 3D, mais alors plutôt, il y avait Discrete Logic, plutôt pour les films. C'était les débuts des logiciels d'animation que l'on pouvait acheter pour pouvoir faire des images en 3D et puis surtout des films d'animation. Donc il y avait quand même toute une évolution, une ébullition, pardon. J'ai fait un mix entre évolution et Évolution, ébullition, je dis ça justement. mal. Mais il y avait les deux, ouais, exactement, sur la 3D. Et donc, venir par le biais du temps réel et de la robotique, c'était aussi super intéressant. Donc, ça permettait des échanges et des discussions hyper fructueuses là-bas. Et il y avait d'ailleurs des passerelles, puisque certains des chercheurs du laboratoire de robotique se retrouvaient ensuite chez Discrete Logic, chez Softimage. Mhm. Donc, c'était des mondes qui se croisaient beaucoup, quoi, à l'époque, en tout cas. Yes. C'est une super boîte quand même parce que après je sais que tu l'as revendu à Dassault.
On peut en parler rapidement Alors, si ça, c'est c'est, OK voilà, pour là, toi. tu parles de Virtools. Donc, Oui, je parle de voilà. Donc, Virtuals. j'ai créé en rentrant, ouais. Ouais. Et avec Bertrand de la Chapelle. Et on a développé avec une super équipe de développeurs qui vraiment ont fait des merveilles, un logiciel pour créer de l'interactivité dans les jeux vidéo et dans les applications de réalité virtuelle. Mhm. Et donc c'était utilisé par le jeu vidéo dans le monde entier. Euh, vraiment partout, Electronic Arts utilisait, vraiment Ubisoft, enfin, bref, la Comment liste vous avez eu était très longue, l'idée et c'était aussi utilisé par le monde industriel, et ensuite effectivement on l'a vendu à Dassault Systèmes beaucoup plus tard, mais c'était une super expérience aussi, et c'était vraiment ce qui nous intéressait, c'était pas la représentation 3D, parce qu'il y avait Mhm. déjà des logiciels pour faire Mhm. ça, mais c'était comment on scénarise un jeu vidéo, comment on crée du gameplay, de l'interactivité, et donc ça permettait exactement ça, donc de créer de l'interactivité sans être programmeur, et en se préoccupant vraiment des comportements que les personnages dans une scène allaient avoir, de comment un bâtiment fonctionnait, l'ouverture des portes, etc., tout ce qui était mobile, les lumières qui s'allument, et toute la scénarisation aussi de la scène dans un contexte de jeu vidéo ou dans un contexte industriel. C'est une Et sorte d'écosystème. Si j'essaye de faire un parallèle, tu vas me corriger. Un outil que beaucoup de développeurs utilisent aujourd'hui, du GitHub, comme ça, pour essayer de... alors c'était un peu moins programmation que ça. L'idée c'était d'avoir une interface visuelle avec des petites boîtes qu'on connectait les unes aux autres Mhm. pour créer cette interactivité, pour que justement des non-programmeurs puissent, des designers d'interactivité en 3D, puissent créer justement ces jeux vidéo. Donc l'idée c'était vraiment de trouver les moyens de faire en sorte que l'interactivité en 3D devienne un médium plus largement utilisé que par les programmeurs dans les boîtes de jeux vidéo. Donc de permettre à des designers d'interactivité, à des artistes, ou à des ingénieurs tout simplement qui travaillaient sur des sujets extrêmement précis, différents, mais qui voulaient tester leur système dans des univers virtuels, de pouvoir mettre cette interactivité qui est le point de base de, de, du, de la réalité virtuelle, du jeu vidéo, dans leurs applications. Et j'avais eu la chance de rencontrer euh, William Gibson, qui a écrit Neuromancer, pour lui poser une question justement sur ma Mhm. préoccupation de comment faire en sorte que on puisse permettre un accès plus large à la création d'interactivité en 3D. Et il était très accessible, je l'avais vu, parce qu'il était venu à Paris pour le Salon du Livre quand ça existait encore. Il y avait des focus sur certains pays, là c'était les États-Unis, bon, il est canadien, mais il était venu avec les Américains. Et il avait fait un parallèle avec le montage, le début du montage dans le cinéma. Euh, pour lui, c'était vraiment similaire parce que le cinéma, avant le montage, avant qu'on coupe Mhm. deux bobines et puis qu'on les mette Là, ça. l'une après l'autre pour raconter une histoire très longue, ben, c'était quelque chose de forain en fait. On allait dans une foire, on allait dans un cirque, et puis on avait droit à 2 minutes de film très spectaculaire. Mais ça existait déjà depuis quelques décennies, au moment des débuts du montage, et ça n'avait pas dépassé ce cadre de curiosité en fait. Mhm. Et à partir du moment où il y a eu le montage, bah, il y a eu des histoires de plus en plus longues qui ont fini par durer des heures. Et puis aujourd'hui, c'est des dizaines d'heures. Avec les séries, ça n'a jamais arrêté d'évoluer comme ça. Et donc lui faisait un parallèle comme ça. Donc je me suis beaucoup intéressé au début du cinéma à la suite de cette discussion. Et l'ambition, c'était de fournir des outils justement pour que ce soit aussi beaucoup plus largement utilisé qu'en programmation pure. Et tu penses que c'est quelque chose que tu aurais pu lancer, par exemple, en France? Parce que quand j'écoute des histoires d'autres personnes, en tout cas de cette génération-là, les Nordiques, je parle des États-Unis ou du Canada, la pénétration d'Internet à cette époque-là, c'était le Graal dans les universités, contrairement à ceux qui étaient de l'autre côté, sur l'autre continent. Est-ce que avec le recul aujourd'hui, on peut pas réécrire l'histoire non plus, mais tu penses que c'est quelque chose qui aurait pu se faire Alors moi, Virtools, en fait, je l'ai démarré en rentrant en France. Donc je l'ai Ah démarré en ouais. France, mais je l'ai démarré avec un nom qui n'était pas spécifiquement français, parce que Tools, Virtools, c'est anglais évidemment. Et donc les gens qui l'achetaient en France au début c'était super difficile de vendre chacun de nos logiciels. Et souvent ceux qui l'achetaient parce qu'ils pensaient que c'était américain en fait.
Mhm. Et parfois, ils habitaient ou ils travaillaient à 1 kilomètre de nos bureaux. Et on leur dévoilait qu'on était en France après qu'ils aient acheté le logiciel. On n'avait pas du tout d'avantage, au contraire, plutôt une certaine méfiance ou défiance à dire qu'on était français. Et Mhm. effectivement, en plus, on était dans un environnement. Et donc, le fait quand même que je revienne du Canada, de McGill, Ouais. Un peu de d'esprit de l'Amérique un peu de... du Nord, ouais, ça crée un peu de street cred. Et en fait, quand on est au début d'une technologie ou d'une science, il ne faut pas beaucoup d'années pour être un expert, parce que c'est tout nouveau. Donc moi, avec 2 ans à McGill, Mhm. j'étais un expert du domaine, et parce que ça naissait. C'était en 80, ouais, 92-93. Et, Mhm. euh, et donc, euh, voilà, ça c'était un élément assez important. Mais après, effectivement, ce que tu cites, c'est autre chose. C'est que c'était un scandale, mais Mhm. c'est que tout début des années 90, à McGill, il y avait déjà des emails, il y avait même des browsers Internet, il y avait Fetch qui. On dit que les browsers Internet, ça a commencé après, mais c'est pas vrai. Il y avait déjà des équivalents de browsers Internet au Plus tout en début mode... des années en 90, 91. En tout cas, il plus y en avait Fetch. intranet, quoi. Plus entre... Ouais, c'était en intranet, mais enfin, dans les intranets des universités américaines, ils étaient interconnectés entre eux, c'était déjà énorme. On pouvait vraiment voir le potentiel. Et en France en particulier, je ne sais pas comment c'était dans le reste de l'Europe, mais il y avait un frein, c'était hyper centralisé, et il y avait un frein total à Internet, parce qu'il y avait France Télécom, qui est devenu Orange. On change le nom des boîtes quand elles deviennent un peu problématiques, comme Total, ce qui est devenu le nouveau nom de. Je me souviens même plus d'ailleurs comment ça s'appelait, mais il y avait une boîte pétrolière qui a eu un gros Ouais, même scandale. Et Accenture, par voilà, exemple, voilà. Bon, c'est voilà. dernièrement que j'ai appris que c'était la plus grosse boîte de conseil à l'époque, dans les années 90. Il y a eu un scandale avec le nom, ça portait d'abord un nom, le nom du celui qui l'avait créé, j'ai oublié son nom. Et ensuite, ils l'ont changé Voilà, pour mettre un peu de couleur. c'est typique, mais à l'époque c'était France Télécom, et donc France Télécom, il y avait eu le Minitel qui était quand Hum, même hyper précurseur, c'est vrai, mais ils voulaient, ils étaient bloqués là, ils cherchaient comment avoir le monopole d'Internet, donc ils empêchaient, donc c'est comme ça qu'ils ont permis à Free, Free, c'est arrivé bien après, mais hum, ils ont quand même permis à d'énormes sociétés aujourd'hui de se développer, d'être toutes petites à l'époque, et je crois que c'était un peu la misère pour eux initialement, mais c'était très difficile d'avoir un bon accès à Internet, et c'était ultra restreint et freiné par l'État et par le lien à France Télécom. Donc c'était institutionnalisé le fait de mettre un frein industriel à toute cette dynamique digitale en France à l'époque. Voilà, donc c'est souvent comme ça, parce qu'il y a un monopole, et puis après il y a quelque chose qui vient remplacer ce monopole, mais avant que ce remplacement soit lucratif, hum. eh bien, il y a toute une phase où on perd la rente du monopole. Bah, c'est très étudié dans les bouquins sur les nouvelles technologies et le management. Et effectivement, un, quand il y a voilà. Enfin, c'est très difficile de le lâcher. Voilà. Quand en plus c'est Ouais. lié à Il y a l'État, plein d'exemples. ils ont pas voulu lâcher. Nokia, Alcatel, tout Voilà, ça. exactement, exactement. Alors, souvent, c'est lié à des énormes erreurs stratégiques. Par exemple, Nokia, de penser que l'iPhone, c'était rien, c'était phénoménal, c'était 2% du marché, les bobos, etc. Finalement, c'était la terre entière, en tout cas une grande partie de leurs clients, ça c'est sûr. Mais pour France Télécom et puis Internet, je ne sais pas, est-ce qu'ils pensaient vraiment que ça allait flopper, ou est-ce qu'ils voulaient juste freiner des cas de fer pour que ils puissent se mettre dessus quand ils seraient en position de le faire, et de prendre une grande part du gâteau. J'en ai aucune idée, mais c'est vrai que c'était ultra frustrant en tant que jeune dans la France de l'époque de voir cette mine de. C'était pas une mine d'or à l'époque, c'était une mine de connaissances, c'était une mine de savoir, c'était une mine d'échanges, et de voir qu'elle était quand même ultra freinée dans sa diffusion. Mais c'était pas trop grave, parce que ça n'empêchait pas Mhm. quand même d'y avoir accès, c'était juste plus compliqué. Et c'était quand même des sujets sur lesquels on pouvait se débrouiller tout seul, quoi. Mais effectivement, c'était comme ça. Mais nous, on n'était pas complètement dépendant d'Internet. On avait une extension sur Internet, mais on travaillait beaucoup pour le jeu vidéo qui, à l'époque, se diffusait sur CD, Ah, ça sur veut des dire que c'était sous applications forme de licence industrielles. comme Microsoft à Ouais, nous, l'époque. c'était des licences, etc. Donc, le côté Internet, c'était plus une dynamique en parallèle de nous, mais on n'était pas trop dépendant d'Internet pour ces raisons aussi, parce que Mhm. c'était imprévisible la façon dont ça allait se développer. Ce qui fait que quand il y a eu le premier crash Internet, nous, on n'a pas souffert de ça. On a réussi à continuer Ouais, à se quand même, financer. jusqu'en 2005, au moins Ouais, 7 belles années. ouais, on a.
Voilà, voilà. Yes. Et c'est quelque chose que vous avez eu à faire financer ou c'était complètement en fonds propres? Alors non, on a dû faire financer avec du capital risque, on n'avait aucune idée de ce que c'était. Enfin, le mot capital risque, moi j'ai appris dans un article ce que c'était, et je me suis dit, Non. ah ouais, c'est ça qu'il nous faut, parce qu'en fait on essayait d'autofinancer nos développements, mais sans fonds propres, Ouais. avec du service, mais du service super pointu. On travaillait sur des logiciels d'architecture pour faire les avions de ce qui, Airbus, enfin, c'était à Mhm. l'époque c'était l'aérospatiale, cette partie qui a été ensuite intégrée à Airbus. Et donc c'était un travail de fou, quoi. Et en plus, on essayait de développer notre logiciel Virtools. Mhm. Et on dormait pas, on pétait les plombs, quoi, littéralement, parce que il faut dormir à un moment. Et donc on se rendait compte qu'on n'arrivait pas vraiment, on arrivait à financer prototype ou un début du logiciel, on Mhm. n'arrivait pas à financer tout notre logiciel avec ça. Et puis au bout d'un moment, on a compris que c'était un problème classique, que voilà, qu'il fallait mettre de J'imagine personne dans l'argent, le groupe mais on n'avait aucune n'avait idée. des connaissances sur comment est-ce que le process, il Non, fallait voir qui. on était des ingénieurs, on avait des codeurs, enfin codeurs ingénieurs, et on n'avait aucune idée de tout ça. Et donc un jour, on a vu un article, il y a un truc qui s'appelait Capital Risk, on est allé voir ce qui s'appelait un lever, il nous a expliqué, on a rencontré des gens, et après on a fini par lever de l'argent et se financer de cette manière, quoi. Mais pour nous, c'était complètement nouveau, et puis c'était complètement circonstanciel. On s'y Mhm. intéressait parce qu'on était confronté au problème classique de financer un produit très complexe, des Mhm. millions de lignes 2 millions de lignes de code, avec du service, et que c'est très difficile de faire ça. Et en fait, étant confronté à ça, on a vu qu'il y avait des façons de faire qui étaient justement le recours au capital risque, et on y a recouru, mais on ne s'est pas intéressé en soi au capital risque comme enfin, Comme un modèle. comme un modèle, voilà, sans savoir ce qu'on va en faire, sans idée d'un produit ou d'un développement qui serait financé par ça. Pour nous, c'était un outil au moment pile où on en a eu besoin, et c'était pas encore intégré à une sorte de culture ambiante comme aujourd'hui Ouais, où on parle on quand sait même ce que du début c'est, des années 2000, on quoi. sait Donc, comment on va y avoir recours, etc. C'était très différent. et on en a même pas en parlé. Comment est-ce que toi tu étais vu? Parce qu'à cette époque-là, c'était pas hyper sexy d'être forcément Ah ben, entrepreneur. ouais, ben, un ingénieur, inventeur, oui, tu vois, Mhm. j'utilise des éléments entre, d'entrepreneurs, entrepreneuriaux, mais je me qualifie pas spontanément comme ça. Après, quand on me présente de cette manière, je vais pas dire, mais non, pas du tout, je ne vois pas ce que vous voulez dire, je l'accepte, mais je me présente pas comme ça parce que il n'y a pas il y a pas de prééminence, il y a pas d'envie d'entreprendre sans sujet Mhm. qui existerait avant même d'avoir trouvé le sujet sur lequel j'entreprendrais. C'est vraiment le contraire. Il y a un sujet Ouais. qui me passionne ou qui m'intéresse ou que L'entrepreneuriat j'ai devient envie un de outil. prendre, voilà, de prendre à mon compte. Et après, est-ce qu'il faut faire ça d'une manière X ou d'une manière Y? Bon, bah, il se trouve qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pour tout ce qui est très technologique, c'est quand même un bon modèle. Mhm. En tout cas, c'est probablement le meilleur modèle, l'entrepreneuriat avec du capital risque, etc. Donc j'utilise cet outil-là, mais c'est pas du tout dans l'autre sens. La façon dont je l'ai découvert est assez emblématique de ça, et ça, dans mon cerveau, ça n'a pas complètement shifté non plus. Je le vois comme ça. J'ai quand même fait attention au début en intro en disant que en t'introduisant comme un ingénieur et inventeur. Alors, comment c'était vu à l'époque? J'avoue que moi, je m'en préoccupais pas du tout. Ouais, Parce qu'en plus, on était des développeurs, on faisait de la programmation, ouais. donc on était des gros geeks, donc c'était comme ça. En plus, on travaillait pour le jeu vidéo, donc notre image, elle T'es n'était gamer? pas. Alors, non, Tu je l'as suis été à plus du l'époque. tout. Ouais, à l'époque, je l'étais, mais là, vraiment, je suis vraiment plus. Je sais que c'est un peu honteux, mais Pourquoi ça devait être quand honteux? même, Tu as quand d'autres même. sujets quand même. Ouais, j'ai d'autres sujets, ouais, j'ai d'autres sujets. Et, et puis mon associé de l'époque, en revanche, qui était très brillant, qui était diplomate, qui adorait la technologie, qui était ingénieur aussi de formation, Mhm. lui, je sais qu'il a eu beaucoup de problèmes dans son... Il était un peu plus âgé que moi, et beaucoup de problèmes dans son environnement, parce que c'était hyper mal perçu Ah ouais, qu'un diplomate sorte du corps là, diplomatique ça va pour trop faire de loin la quand même. technologie, ça allait trop loin. Donc je pense j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais je Ouais. pense que l'étendue des critiques, des remarques, voire
Les cases. des changements dans sa vie assez drastiques qui sont plus ou moins liés à ça, euh, doit être, ça doit être un bilan lourd, mais en même temps c'était une passion, Ouais, hein, voilà. Mais clairement. effectivement, il y avait un prix à payer à l'époque, social entre guillemets, de s'intéresser à ça pour ceux qui s'en rendaient compte. Moi, je m'en rendais pas compte, ça avait aucune importance, Mhm. mais c'était pas comme aujourd'hui, effectivement. Yes. Et pourquoi est-ce que enfin si c'est un sujet que tu peux parler ouvertement, pourquoi est-ce que tu décides de vendre? Pourquoi tu continues pas ce truc-là? À Dassault Systèmes, Ouais. alors la raison, c'est que justement, après avoir levé de l'argent avec des VC et être financé de cette manière-là, les capitaux risqueurs qui m'avaient financé initialement sortent, quittent leur, enfin changent de crèmerie, donc changent de société. Je me retrouve avec des nouveaux entrants à mon conseil Ils ont d'administration. revendu leur part ou Non, c'est non, non, juste des... ils ont changé de boîte. Enfin, Ok, c'était un métier d'accord. pour eux, donc Ah, ils ont ok, changé. d'accord, Et d'accord. je me trouve avec des nouveaux entrants qui n'ont pas fait l'investissement dans Virtools Initial. Ouais. initial, à qui sont des jeunes, à qui qu'on a un peu obligé à suivre Virtools. Et, euh, et je m'entends pas du tout avec eux, en fait. Ils s'intéressent pas forcément au sujet. Je, je, et donc, ils n'ont pas eu de coup de cœur pour ce qu'on faisait. Je pense qu'en plus, le fait de travailler pour le jeu vidéo et la 3D temps réel, à l'époque, je pense pas qu'ils aient eu l'imagination Ce que ça qu'il pouvait fallait devenir, de ce quoi. que ça pouvait devenir. Donc tout est très difficile, mes échanges humainement, c'est vraiment fatigant. Leur blague, c'est quand ils arrivent au conseil d'administration, c'est de demander ce qu'on fait, alors qu'ils nous voient tout le temps. Donc c'est leur Ah, grosse blague. Donc c'est drôle, mais bon, moi je suis un peu usé par ce mécanisme-là. À partir du moment on où n'est pas loin du humainement c'est... mépris, là. Voilà, ouais, exactement, on n'était pas loin du mépris peut-être. Et donc ça prend beaucoup de mon énergie. Et donc au bout d'un moment, j'en ai un peu marre, quoi. Voilà. Donc à ce moment-là, je Et me là, dis tu qu'on te on va débarrasses vendre. ou alors Non, 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 on on reste l'a, sérieux, on non, fait les non, choses bien? non, on l'a fait bien, on l'a fait proprement. C'est Dassault qui l'a racheté dans des bonnes conditions. Je pense quand même qu'on aurait pu avoir on aurait pu tenir encore quelques années, en tout cas se développer quelques années et sortir mieux. Mais il Mhm. aurait fallu effectivement que mon entente avec le board soit meilleure et qu'elle elle soit stimulante, qu'elle donne envie de continuer ces années supplémentaires qu'il nous aurait fallu. Mais on l'a fait quand même bien. On avait le choix entre une société américaine et une société française. Et on a préféré la société française, non pas parce qu'elle était française, mais parce qu'elle avait une vision stratégique qui nous convenait mieux à l'époque. Et puis, euh, et puis voilà, enfin, la Ça société. existe toujours. Virtool, c'est en tant qu'entité indépendante, non, la Intégré technologie a été complètement. intégrée dans Dassault Systèmes. Yes. Après, il y a une entité qui a été créée qui s'appelle 3D VR chez Dassault Systèmes, Mhm. et donc elle a été intégrée complètement dedans, quoi. Et moi avec, j'y suis resté quelques années chez Dassault Systèmes après leur rachat de Virtools. Et ce genre de grosse machine qui est d'assaut, comment est-ce que... parce que c'est plus la même culture quand d'entreprise en Non, tout non, cas. c'est pas la même culture, et Comment c'est est-ce vrai qu'on que s'intègre à une on, si grosse machine? on a eu deux époques. On a eu une époque où on est resté dans nos locaux, qui étaient des locaux dans le Marais, avec on était arrivé dans le Marais quand ça valait rien, personne ne s'y intéressait, et on avait des locaux mais monstrueux, on avait deux terrasses, on avait 370 mètres carrés de locaux, enfin, je crois qu'on avait un peu moins, on avait 290, et puis il y avait on était sous les toits, donc on a pu faire des extensions, on a Mhm. eu 300 et quelques, avec deux terrasses, dont une sur la Tour Eiffel, enfin, c'était extraordinaire, et on payait rien du tout. Et donc, et ensuite, le Marais, cette partie du Marais s'est beaucoup développée. Donc, en plus, c'était un coin vraiment auquel toute l'équipe était très attachée parce qu'on pouvait travailler tard le soir et on pouvait quand même manger après. Ouais. Et puis, on pouvait euh, même travailler parfois. Ça nous arrivait comme de travailler le samedi et puis faire des choses et retrouver ses amis, retrouver Mhm. ses copains, copines, etc. Et donc, on est resté sur place. Donc, on a gardé une grande partie de la culture. Et après, on a déménagé dans un campus. Et Mhm. là, c'est vrai que c'était beaucoup plus violent, parce qu'on était dans une grosse machine, et à partir du moment où on n'a plus nos locaux, ça devient plus compliqué de garder les éléments de culture initiaux. Et je pense qu'effectivement, dans une acquisition,
les éléments de culture sont vraiment très importants. J'y fais hyper attention. Enfin, j'y ai fait hyper attention après, et dans Roboté, c'est critique. Et donc, effectivement, après une acquisition, il faut faire super gaffe Roboté fait des à ça. acquisitions aujourd'hui? Non, pas du tout, pas du tout. Ok. Mais la culture de Ok. Roboté, cette culture transdisciplinaire dont que, que tu évoquais, qui Mhm. est vraiment présente et aussi multiculturelle, transculturelle, je dirais, super importante. Et, euh, c'est clé, quoi, parce que sur des projets longs, enfin, je pense que dans tous les projets, c'est très important, mais alors sur des projets long terme, sur des années, des années, des années, des années, il faut vraiment avoir une culture forte, accueillante, qui donne envie, en fait, de rester. C'est des éléments déterminants. Et c'est vrai que, comme une partie de la culture des développeurs de Virtools, donc c'était la boîte rachetée par Mhm. Eidos Systems pour ceux qui y suivent, était le jeu vidéo, puisqu'on travaillait pour le jeu vidéo. Une fois qu'on a été complètement intégré et que le jeu vidéo, petit à petit, s'est étiolé, la partie jeu vidéo s'est étiolée, pour eux, il y avait moins de motivation. Ouais. Et si en plus C'est la un point hyper culture important d'entreprise avec les devs. S'il changeait, n'y a ouais. pas ce, le feu sacré, s'il n'y a pas ce truc-là, même Ouais, s'il touche combien de dollars par an, il se barre, quoi. ouais, ouais. Je pense que vraiment, tous ces projets, c'est des projets de passion, et le plus important, c'est le sens de ce qu'on fait. Après, il faut vivre correctement, bien sûr. C'est pas la peine Clairement. d'avoir à prendre un deuxième boulot pour pouvoir vivre sa passion dans ces domaines, ça c'est certain, mais le côté qui permet de se lever et d'être super excité tous les matins, mais réellement, et pendant des années, c'est parce qu'on est passionné par le sujet et par ce qu'on peut y faire, quoi, Complètement. ce qu'on peut apporter. S'il y a un truc, parce qu'il doit quand même avoir des enseignements avec cette sorte, ces grosses machines-là d'assaut. Est-ce qu'il y a un truc comme ça que tu pourrais me partager, qui te sert encore aujourd'hui sur Roboté, que tu aurais appris? Bah, je pense qu'effectivement, l'importance de cette culture d'entreprise, ou culture de projet, en fait, hein, parce que ça peut être une entreprise, ça peut être une association, il y a plein de structures qui doivent avoir exactement les mêmes problématiques, est vraiment fondamentale. Et que cette culture, de toute façon, la culture, elle est faite par ceux qui sont dedans, hein, c'est pas un Mhm. truc, c'est pas uniquement quelque chose qui vient des fondateurs, même si c'est quand même insulfé par les fondateurs aussi, parce que au début, il n'y a qu'eux, donc la Mhm. culture, elle vient de ceux qui sont là. Mais après, la culture, ça vient aussi de toute l'équipe, et c'est ultra important d'y faire très attention. De travailler ça, je ne sais pas si c'est un travail, c'est plus d'y faire attention, voilà, Ouais. d'être attentif, de l'arroser, voilà, de le laisser se déployer, de ne pas l'empêcher de se déployer. Mais pour moi, c'est un des éléments les plus importants. Un autre élément aussi, c'est que ça, c'est lié à toutes les structures d'une certaine taille. Et ça m'est très personnel, mais je crois que ça se retrouve chez beaucoup d'ingénieurs, de scientifiques et de jeunes. C'est que quand il y a énormément ou quand il y a même pas énormément d'ailleurs, mais quand il y a trop en tout cas d'éléments administratifs, de contraintes, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut remplir tel tableau, Excel, et que tout ne paraît pas vraiment justifié, et que ça devient une contrainte qui crée une sorte de peur ah, j'ai peur d'être en retard, ah, j'ai peur d'être surveillé. Il y a une fuite d'énergie considérable. Et il y a une perte de motivation et de productivité qui découle de ça. Et pour moi, peut-être que ça convient à certains types de profils de scientifiques ou d'ingénieurs qui ont besoin d'être Rassuré. rassurés, un petit peu surveillés. Mais en tout cas, pour moi, et je pense que pour toute l'équipe, ou quasiment toute l'équipe, aujourd'hui, de ceux avec qui je travaille, c'est pas bon. C'est vraiment quelque chose qui sollicite les résistances individuelles, où on dit oui, mais parce qu'on ne peut pas ne pas dire oui, et où on dit oui, mais, et donc ça crée des résistances intérieures, et en fait, ça permet pas du tout de se déployer complètement dans son boulot, et de donner toute la mesure de ce qu'on peut donner. Donc je pense que de restreindre, de limiter, d'empêcher parfois, et de garder que le strict minimum de contraintes, dans la mesure où évidemment la vraie contrainte,
elle est partagée quand on arrive sur un projet, c'est de mener à bien le projet et de mener à bien chaque étape. Mais tout le reste, c'est vraiment à éliminer pour avoir des gens qui soient ultra motivés, ultra autonomes, soient super contents de travailler sur sur lequel ils travaillent, pardon. Et voilà, pour moi, c'est un élément fondamental qui m'a particulièrement affecté, et donc je, j'y fais très attention quand je travaille sur d'autres projets, quoi. Yes. J'ai vu aussi, pour boucler sur ça, que t'as pris une année sabbatique. J'ai vu que t'as lancé deux autres sales projects après, que t'as Non, alors cofondé. je dirais pas que c'est une année sabbatique, parce que c'était des projets, mais effectivement, je voulais changer énormément de domaine. Mhm, Donc j'ai travaillé sur trois projets, en fait, après, mhm. qui me ramenaient à, Les éditions volumiques. voilà, qui me ramenaient de la matière physique. Donc là, moi, j'étais un fou de livres, j'étais, c'était vraiment obsessionnel, maladif, hein. Mhm. J'avais tellement de livres, j'achetais des livres tous les jours, des livres avec des images en particulier, mais pas que. Ah, Et un peu donc, comme le bouquin d'Alex. ouais. Alex qui est très 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 imagé et tellement accessible. Mais Génération IA. j'adorais les bandes dessinées, j'adorais les Mhm, livres de photos, j'adorais tous les livres qui expliquent, que ce soit l'horlogerie ou, ou pourquoi pas l'alpinisme, des sujets qui m'intéressent pas du tout, mais mhm, s'ils sont expliqués par des images, euh, les livres scientifiques aussi, bien mhm, sûr, je suis complètement happé par ces livres, mais c'était pire que ça parce que j'avais pas le temps de lire tous ces livres ou même de les feuilleter réellement. Donc j'étais vraiment à la fois j'adorais les livres et j'étais complètement esclave diction. de mon addiction. Ouais, c'est ça, c'était une addiction pour les livres. Et voilà, donc j'ai travaillé, j'ai créé avec Étienne des éditions volumiques pour faire des livres qui soient hybrides, physiques, avec un côté matériel, avec un livre, avec du papier, avec une reliure, etc. Mhm. Et digitaux. Donc on a travaillé sur ces sujets pendant quelques années, puis eux ils continuent, hein, ça se passe bien. Ah, qui Et était sorti du projet moi je après. suis sorti du projet quelques années après, et puis après voilà, j'ai travaillé aussi sur d'autres projets qui étaient toujours avec une composante physique, Mhm, avec une composante robotique aussi dans certains cas, mhm, mais plus en pur digital. Et ça me convient très bien, même évidemment dans Roboté, on a un micro-robot qui est avant tout physique, mhm, il y a du code, mais initialement, le point de départ, c'est quand même d'avoir ce robot qui puisse se déplacer réellement dans le cerveau d'un patient humain. mhm. Et travailler sur de la science physique, pas uniquement sur du virtuel, c'est quelque chose qui me convient beaucoup mieux. Et c'est une surprise, en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Je pourrais pas reprendre un sujet de code pur, je crois. Ouais. Yes, notamment t'as aussi cofondé Emiota. Je sais aussi que t'as bossé pour la navette. Parce que non, je sais pas Alors, c'est qui. j'ai bossé pour l'Agence spatiale européenne. En fait, au tout début, quand je suis rentré de McGill, Ouais. au tout début de Virtools, je crois pas, je sais pas si ça s'appelait déjà Virtools, mais avant qu'on développe ce logiciel, je faisais des contrats de service et je travaillais donc pour pas mal d'acteurs, mais encore autour de la robotique ou Mhm. ce qui s'appelait la téléopération robotique. Donc la téléopération, c'est le fait de piloter le robot à Le robot qui distance plutôt opère. que d'avoir un robot complètement autonome. Et là, j'ai travaillé pour l'Agence spatiale européenne. Mhm. J'ai fait une étude sur j'ai fait une étude sur la téléopération robotique justement en général, et puis ensuite plus spécifiquement sur comment piloter un robot lunaire avec des extensions sur un robot martien. Mais c'était une étude papier à l'époque. L'Agence spatiale européenne fabriquait pas du tout de robots, Ah, ok. contrairement à la NASA. J'ai travaillé dans le nucléaire parce que c'était Le sujet d'époque aussi. EDF qui m'avait, c'était un sujet de l'époque, mais c'était EDF qui m'avait donné cette bourse pour aller faire de la recherche à McGill. Mhm. Donc je travaillais sur comment envoyer des robots dans les, dans les centrales pour Mhm. éviter que des humains passent du temps sur des opérations de maintenance. Je travaillais sur le sous-marin aussi pour Ifremer notamment, Mhm. sur des sujets de robotique. Donc j'ai fait pas mal d'études comme ça, mais c'était pas en direct, c'était en Et on voit quand même à prestataire. chaque fois le petit lien avec Roboté, Ouais, absolument, ouais. notamment. Ouais. Non, non, c'était quand même, ça tendait dans cette direction, ouais. Mhm.
Et notamment le projet que tu as juste évoqué, je ne sais pas si on en parle maintenant, on peut peut-être en parler plus tard, mais de robots dans la pyramide. Ouais. C'était aussi... Mais c'est tellement vraisemblable. Parlons de suite, pas parlons de ça tout de suite. Comment est-ce que déjà, pourquoi est-ce que c'est dans ce but-là que tu te rends déjà en Égypte? Ouais, ouais, je suis invité enfin, je suis invité, je travaille donc sur un robot archéologique, et donc je suis allé en Égypte pour le tester en fait dans Khéops, dans la pyramide de Khéops, Hein. et je l'ai testé donc dans la pyramide de Khéops. C'est quoi le contexte? Cette pyramide, de base, elle est pas accessible par Alors la les humains. pyramide de Khéops, c'est la grande pyramide Hein. d'Égypte, du plateau de Giza, donc c'est vraiment, quand on parle des pyramides, la principale pyramide, c'est celle-là. Hein. Et il y a toute une mission. Enfin, à l'époque, elle démarrait, et puis elle a quand même eu des super résultats, qui s'appelait Scan Pyramid, Hein. qui était démarré par euh, Mehdi Tayoubi, qui était à l'époque, qui avait pris une année de césure de chez Dassault Systèmes, donc c'est comme ça Hein. qu'on se connaissait, qui avait déjà, avec Virtool justement, fait un système de réalité virtuelle type entertainment avec le plateau de Giza et la Grande Pyramide. Hein. Et donc il a monté cette mission Je te suis, hein, je avec, dois ajuster la batterie. Mais je te suis. avec d'autres, ouais, avec Emissive par exemple, qui fait aujourd'hui des univers de réalité virtuelle pour les musées. Euh, et puis avec des égyptologues, etc. Toute une mission, et puis avec le CEA, avec des chercheurs au Japon dont je ne connais plus les noms, toute une mission pour aller trouver des salles secrètes, des salles inconnues dans la Grande Pyramide. Et donc, ça utilisait des techniques de muons, donc c'est des particules stellaires qui traversent les murs en fait. Ça permet de faire des photos, mais au lieu de faire des photos, la lumière elle est bloquée évidemment par les murs qui sont opaques. Justement, il n'y a pas de Et lumière, il n'y a c'est pas ça de qui est lumière. intriguant. Et là, avec les muons, ils sont bloqués, mais pas tous. Donc ça permet de faire des vues de l'intérieur d'un bâtiment. Donc c'est des Mhm. prises de vue très longues, de dizaines de jours, 40 jours, 80 jours. Mais on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment qui est caché, qui est invisible. Et ils ont trouvé des cavités. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire des salles, parce que tant qu'elles n'ont pas été explorées, on ne peut pas s'assurer que ce soit effectivement des salles avec On part du principe, des si c'est bâtiments une cavité, construits. c'est parce que ça a été créé Ouais, expressement, normalement, forcément. ouais. Mais bon, voilà, ça c'est la prudence, je Ouais. crois, des chercheurs du Mhm. domaine. Mhm. Et donc, avant qu'ils ne trouvent ces cavités, ces salles potentielles, eh bien, Mehdi m'avait demandé de faire un robot archéologique pour pouvoir ensuite, à partir du moment où il y aurait un petit trou d'endoscope archéologique, c'est un peu comme en médecine, les endoscopes, c'est des caméras au bout d'un bras Mais ça reste quand articulé. même, on n'est pas Et sur du micro, on quoi, n'est ça. pas sur du micro, on Ouais. est sur 2 centimètres environ, mais à l'échelle du bâtiment, c'est Ouais, minuscule. c'est quand même. Et donc l'idée, c'était qu'on fasse un trou pour mettre un endoscope, et que derrière cet endoscope, on puisse envoyer des robots qui puissent partir explorer beaucoup plus loin que autour du trou d'endoscope. Mhm. Surtout si on trouve des salles immenses, ce qui était le cas d'ailleurs, il y a des cavités qui est vraiment immense. Et donc voilà, j'ai été chercher un autre roboticien, un super roboticien, Jean-Baptiste Mouret, qui est à Nancy, qui a son laboratoire là-bas, qui avait un labo, moi j'ai pas de labo. Et on a imaginé, ensuite développé un petit robot, donc c'est pas un micro-robot, mais c'est un petit robot, Mhm. qui pouvait passer justement par un trou d'endoscope pour aller visiter ces salles. On n'a jamais pu visiter ces salles avec le robot parce qu'elles n'ont pas été ouvertes, donc les trous d'endoscope n'ont pas encore été réalisés, mais ils le seront un jour, je pense. Mais on a pu faire voler ce robot qui a des caméras, qui a des lumières aussi pour prendre des prises de vue sous tous les angles des cavités découvertes dans le passage entre ce qui s'appelle l'entrée des voleurs, qui est l'entrée de la Grande Pyramide, qui est une entrée qui a été construite par des gens qui voulaient la piller, justement, c'est pour ça que ça s'appelle l'entrée des voleurs, et la chambre dite de la reine, qui n'est pas du tout la chambre de la reine, mais qui est une petite chambre au-dessous de la chambre du roi, qui, elle, est vraiment la chambre du pharaon. Et Mhm. on a fait voler le robot là-bas, et c'était assez merveilleux quoi, de participer avec tout ce groupe Ah. à cette mission, et de pouvoir avoir l'occasion d'aller visiter les pyramides de cette manière-là, et puis de les explorer avec notre robot. Donc c'était assez génial, ouais. C'était assez magique. Mais par contre, j'ai laissé en fait, enfin, j'ai arrêté de De travailler bosser sur sur ce ce projet. sujet quand j'ai démarré Roboté, parce que
c'est un sujet tellement vaste Mhm. que fallait que j'y sois à plein temps, donc j'ai laissé tout ce Aussi que parce j'avais que à les faire ailleurs. pyramides. Les pyramides, c'est un Ouais. vaste sujet aussi, mais bon, entre Yes. les deux, je me consacrais à roboter, auquel je réfléchissais déjà depuis plusieurs années. Et voilà, donc j'ai laissé continuer, et je crois que ça se poursuit, mais je ne suis pas vraiment au courant de l'actualité sur ce sujet. Mais en tout cas, je sais que avec les techniques de muon, il y a deux ou trois cavités qui ont été découvertes, dont une immense, Mhm. donc ça c'est vraiment majeur, et une autre qui est quand même importante parce que elle semble montrer le début d'un passage, parce qu'elle est sous les fameux chevrons qui ont été repris par Citroën comme emblème. Mhm. Donc il y a des chevrons, mais l'entrée de la pyramide connue est bien au-dessous. Et il semblerait qu'il y ait un début de couloir sous les chevrons, si je me souviens bien de tout ça. Hein. Mhm. Les choses ont pu changer depuis. Mais ouais, c'était une aventure géniale, quoi, c'est certain. Pour le glioblastome, donc c'est une condamnation pour ceux qui l'ont, euh, assez sévère. Et en plus, dans mon cas très proche, il n'y avait pas d'intervention chirurgicale possible, ce qui permet de gagner un peu de temps, mais c'était pas possible. En fait, c'était chronométré, quoi, on savait. Ouais, et donc j'ai été confronté à ce choc en fait de la maladie qui est là et qui est là de manière complètement impossible à stopper, impossible à freiner, inexorable, et on peut rien faire, on peut même pas tenter quelque chose. Et voilà, donc ça c'était un premier élément. Et ensuite, en discutant, et notamment avec un ami, l'idée est venue d'un micro-robot. Mais à l'époque, ça semblait quand même, même aujourd'hui, hein, mais à Ouais. l'époque, ça semblait presque infaisable en fait de faire Ça un demande trop de micro-robot. contexte, en fait, pour comprendre ce que tu fais. Sinon, à Et, distance, on va te prendre comme un et, ayatollah. On va dire, bah, qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. et donc l'idée, c'était effectivement l'idée initiale, et c'est toujours l'idée, c'est Mhm. de pouvoir aller là où il est très difficile d'aller avec enfin, pour un neurochirurgien, pour aller faire des mesures, donc à des endroits très difficiles d'accès, des endroits très précis, qui sont des endroits pathologiques. Donc, c'est vraiment des robots pour des gens qui ont une maladie du cerveau, donc un cancer, une maladie neurodégénérative comme Parkinson par exemple, d'autres pathologies, ou ça peut être après un accident, donc un grand choc intracrânial. Et donc il faut aller à certains endroits pour faire des mesures, pour aller mesurer pour voir si, par exemple, l'oxygénation, pour voir si le cerveau est bien oxygéné, ou trop oxygéné, si jamais on a fait des perfusions, pour aller euh, déjà prendre la température en quelque sorte. Mhm. Ça peut être la température littéralement, Provisoirement. mais des éléments physiques qui sont très importants Ça inclut pour des trucs comme la maladie de Charcot. ouais, à terme, ça pourra inclure ce genre de pathologie. Aujourd'hui, on ne travaille pas directement du tout dessus, mais enfin, c'est effectivement. Et donc, il faut y aller, il faut pouvoir faire des mesures. Parfois, il faut faire des mesures sur une durée assez longue, hein, sur plusieurs jours, même sur plusieurs semaines. Donc, il faut pouvoir rester sur place pour faire ce qu'on appelle du monitoring. Mhm. Donc, c'est de la surveillance. Et pour prévenir s'il y a quelque chose commence à devenir dangereux. Donc, là, il y a une résurgence de la pathologie, où il y a besoin d'une intervention chirurgicale, neurochirurgicale. Il faut pouvoir le savoir, donc c'est un indicateur de tout ça. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de pouvoir amener des thérapies sur place, donc pouvoir amener typiquement des médicaments, et notamment des thérapies qui sont développées depuis quelques années, qui ont des chances de soigner vraiment les cancers du cerveau, qui ont des chances de soigner vraiment les maladies neurodégénératives qui aujourd'hui ne sont pas vraiment soignées. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour réduire les symptômes, qui sont les symptômes perturbants et visibles, perturbants socialement, qui sont par exemple les tremblements, la rigidité morbide de Parkinson. Il y a ce qui s'appelle le deep brain stimulation, donc c'est la stimulation profonde. Donc on insère des électrodes de manière permanente dans le cerveau, à certains noyaux, pour stimuler des noyaux qui vont limiter ces tremblements ou cette rigidité, mais on ne soigne pas vraiment. Et par contre, il y a des thérapies en cours de développement et de test, comme des thérapies géniques, des thérapies cellulaires, où on amène des cellules fraîches, en quelque sorte, qui n'ont pas la maladie, et donc qui, par exemple, dans le cas de Parkinson, sont des cellules dopaminergiques qui sécrètent de la dopamine, alors qu'il manque justement de dopamine dans le cerveau du patient. Ça peut être des thérapies, des immunothérapies, des thérapies qui viennent s'appuyer, solliciter le système immunitaire du patient pour pouvoir attaquer des tumeurs ou attaquer d'autres pathologies. Enfin, il y a
pas mal de thérapies qui sont Si j'essaie très de intéressantes. reformuler, c'est des thérapies qui existent, mais qui sont difficiles à administrer parce Alors qu'on qui sont peut pas, pas. c'est des thérapies qui existent, qui sont pas toutes complètement validées, parce que les temps de validation sont très longs déjà. Ah, Il y d'accord. a déjà cet élément-là. Et ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il faut les amener localement. Il faut les amener à un endroit précis. Ce sont pas des Sans thérapies qu'on perturber le peut, reste. ouais, c'est pas des thérapies qu'on peut prendre en médicaments Mhm, ou par injection, parce que si on amène des cellules, il faut les amener précisément là où on a besoin de ces cellules. mhm. Les thérapies géniques, c'est aussi des thérapies qui modifient des cellules, mais à un endroit précis. On ne veut pas les amener ailleurs. Et puis d'autres thérapies peuvent avoir des effets quand on les prend en médicaments ou quand on fait une perfusion, une injection dans le sang, mais pas sur tous les patients. Il y a des patients qui ne réagissent pas et qui réagiraient très bien à une stimulation locale, donc à côté de l'endroit ou à l'endroit qui est malade. Et pour ça, il faut une méthode pour amener la thérapie au bon endroit. Et c'est ça que fera notre micro-robot. Donc amener ces médicaments sur place, à côté d'une tumeur, dans une zone pathologique, et déclencher les réactions donc, de soins, donc les réactions immunitaires dans le cas des immunothérapies, les greffes cellulaires dans le cas des thérapies cellulaires, etc., localement, à l'endroit où on en a besoin. Et aujourd'hui, on a besoin d'outils de ce type-là pour Qui pas mal de n'existe raisons pas. qui n'existent pas du tout. Aujourd'hui, il y a des robots chirurgicaux, c'est des bras robotisés qui utilisent des instruments de chirurgien. Il y a des il y a des bras robotisés même pour la neurochirurgie qui utilisent les instruments des chirurgiens, des neurochirurgiens, et qui sont des assistants des neurochirurgiens, sont pilotés par ces neurochirurgiens. Mais en fait, ces outils de neurochirurgiens ont des limites. Ils sont en général, enfin même tous, rigides et ils se déplacent en ligne droite. Donc on n'a pas accès à tous les endroits. Quand on y a accès, on n'y a pas accès forcément avec l'angle auquel on voudrait y avoir accès, puisque ce sont des tiges qui sont insérées dans le cerveau, suivant l'angle du trou que l'on a fait Mhm. justement dans le crâne. Donc on arrive avec cet angle-là à l'endroit que l'on vise. On ne peut pas du tout se déplacer en 3D pour éviter une veine que l'on n'aurait pas vue à l'imagerie, à l'IRM ou autre imagerie qu'on aurait fait au préalable. On a ce type de limite et en plus, évidemment, tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire dans la salle d'opération, donc dans le bloc opératoire, on dit, Mhm. ou le OR en anglais. Mais une fois qu'on a terminé l'intervention, on referme le patient et puis, sauf cas exceptionnel, d'électrode par exemple, eh bien, le patient n'a plus rien ensuite dans le crâne. Donc on ne peut pas faire de suivi longue durée. Mhm. Euh, on peut mettre des implants, mais ce sont des implants qui sont fixes, qui sont seulement à un endroit, et quand on veut examiner toute une zone, eh bien, on ne C'est peut pas le parti. faire. Et donc avec le micro-robot, on peut faire tout ça. On peut se déplacer en 3D pour aller à ces endroits importants et multiples potentiellement, en évitant la vascularisation, donc en évitant veines et artères qu'on n'aurait pas vues au préalable. On peut rester longtemps pour faire ce fameux monitoring, donc pour surveiller l'état du patient, et puis éventuellement pour surveiller le succès d'une thérapie ou son évolution, son succès ou son insuccès, être Mhm. capable de la modifier si jamais on voit que ça ne fonctionne pas bien. Et on est capable aussi de le faire d'une manière relativement standardisée, c'est-à-dire que quand on a une pathologie sur laquelle il y a énormément de patients comme Parkinson ou d'autres, eh bien, on peut faire en sorte que le neurochirurgien puisse répéter à peu près les mêmes procédures, comme un robot le permet, c'est-à-dire avec un certain niveau de standardisation pour que tous les patients aient à peu près le même type de traitement de super niveau, parce que une fois qu'on a mis la procédure au point, et bien pour un robot, c'est plus facile sous la supervision du neurochirurgien, mais c'est plus facile de recommencer la procédure que de la refaire ad hoc des centaines ou des milliers de fois. Donc on a tous ces éléments qui sont vraiment très importants, et le fait effectivement que nous, le micro-robot, quand il est dans le cerveau, il est connecté avec le fil dont je Mhm. parlais, et donc il est capable de prendre des mesures en permanence. En temps Donc réel. non seulement il y est pour pouvoir intervenir, mais en plus il y est en permanence, il est en temps réel, il est géolocalisé, parce qu'on travaille aussi sur les systèmes de tracking en même temps qu'on travaille sur le micro-robot, donc depuis le tout début.
Et donc, on a des informations sur la température, sur la pression, sur l'oxygénation, sur les différentes valeurs qu'on a voulu récupérer en permanence pour être informé aux différents endroits où on déplace le robot en permanence de ce qui s'y passe, et on sait exactement à quel endroit la mesure a été prise, ce qui est très important. Donc on a vraiment tous ces éléments, rester longtemps, pouvoir éviter la ligne droite et donc éviter se déplacer en 3D et éviter les zones à risque, pouvoir changer de trajectoire aussi parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un endroit qu'on n'avait pas envisagé qui est vraiment très intéressant. Et puis envoyer de l'information permanence en temps réel sur des durées longues. Donc, tout ça, ce sont des éléments très nouveaux et ça va faire partie de la boîte à outils en fait des neurochirurgiens. Et le fait aussi de déposer ces thérapies dont je parlais localement, c'est quelque chose qui est assez difficile aujourd'hui de manière systématique, surtout si on veut aller à plusieurs endroits, parce que j'expliquais tout à l'heure qu'on rentrait dans le cerveau avec des aiguilles neurochirurgicales qui se déplacent en ligne droite, et quand on va aller à plusieurs endroits, il faut mettre autant d'aiguilles. Donc c'est des procédures assez complexes qui ne sont pas forcément envisagées de manière systématique aujourd'hui à cause de ce degré de complexité. Donc elles sont faites dans les essais cliniques par des neurochirurgiens qui se consacrent à ces pathologies, mais eux-mêmes nous disent que quand il faudra systématiser tout ça, ils voudraient que ce soit un peu plus robotisé. C'est un autre élément important. Est-ce qu'il y a un système de brevetage, des brevets qui sont... Oui, nous on dépose des brevets sur les éléments fondamentaux du micro-robot, donc sur la propulsion, sur ce qu'on a en anglais c'est le steering, c'est le fait de tourner, donc la navigation, sur le tracking, donc comment on suit sa position dans le cerveau, sur le fil même, la gestion du fameux fil. On dépose des brevets sur ces éléments, pas sur tous les éléments, mais sur les éléments fondamentaux de chacun des sous-composants du robot qui me paraissent importants. Et c'est quoi l'idée derrière? Est-ce que ça a pour vocation à... Parce que je sais que quand même dans ces métiers, plus l'information elle est ouverte, plus ça permet à un maximum de personnes de contribuer et de faire avancer les choses plus rapidement. C'est pour avoir un suivi structuré de cette contribution ou alors c'est... La question c'est ça porte sur quoi? Sur les brevets, sur les c'est ça? brevets, ouais. En fait, le brevet, initialement, quand même, quand c'était inventé, donc c'était il y a longtemps, hein, c'est quand même... le brevet, c'est quand même pour, justement, favoriser la communication. Parce que dans un brevet, il faut révéler ce qu'on fait, et au bout d'un moment, le brevet, il est publié, donc ça favorise quand même la communication. Donc c'est quand même l'idée du brevet initial, c'est ça. Après, c'est aussi une protection, c'est en échange de cette communication sur le brevet, on protège, on donne un droit pendant un certain temps à celui qui a déposé le brevet. Mais donc nous, les brevets, c'est un élément de protection pour pouvoir tout simplement investir sur nos sujets et puis pouvoir récolter les fruits de cet investissement pour continuer à investir dessus. Donc c'est relativement standard quand même dans le domaine médical. Et comme on n'est pas sur des brevets de... Je crois que dans le domaine pharmaceutique, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, il y a des brevets qui sont pas forcément ultra clairs. Dans nos domaines, donc du medtech, donc des dispositifs médicaux, en anglais medical device, les brevets sont quand même assez explicites. Donc on montre ce qu'on fait, ça le protège, ça peut donner des idées, évidemment, on sait que nos brevets sont observés, donc ça peut donner d'autres idées. Ça participe à la culture globale du sujet et à la diffusion des choses, comme on aurait moins tendance à faire d'articles scientifiques qu'un laboratoire. Ça compense. En regardant le brevet, on voit ce sur quoi on a travaillé et ce qu'on pense important de protéger. Et ça protège, c'est vrai, mais ça va aussi donner des idées. Et je pense que c'est quand même une contribution collective, quoi. Yes. Est-ce que dans l'état actuel, on peut parler d'un modèle économique ou c'est pas quasi Alors, inexistant? non, il y a des modèles économiques, mais en fait, les modèles économiques, on est encore en train de travailler dessus parce qu'ils sont liés justement, notamment à ces thérapies dont j'ai parlé et que l'on ne va pas développer, on va les amener sur place Progressivement, parce localement. qu'il faut bien que les thérapies existent déjà aussi. Voilà, exactement. Et donc, on va travailler avec des biotech qui travaillent sur ces thérapies. Donc, ça va être des modèles hybrides. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour parler des modèles économiques, mais il y a des modèles économiques et on travaille et on y réfléchit très, très concrètement. Yes. Mais ils ne sont pas encore en place.
Euh, avant que je te libère là, j'aurais peut-être une dernière question sur roboter. Comment est-ce que il y a du vrai, il y a du vrai. En fait, le boulot, il commence à peine, quoi. Les vraies choses. Les vraies choses. Bah, Comment est-ce qu'on finance tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce qu'il y a des fonds? Est-ce qu'il y a, il y a une cap table pour lancer tout ça? Tous ces cerveaux qui bossent dessus? ouais, c'est un sujet vraiment très important. C'est vrai que nous, on a beaucoup de travail devant nous, mais on commence à en avoir pas mal derrière. On a un moment charnière, c'est-à-dire on a un robot maintenant, et on l'a testé avec succès. Enfin, initialement, on avait les composants du robot, donc Mhm. la propulsion, le fait de tourner, le moteur qui est à l'intérieur de notre micro-robot, la microélectronique, le tracking, donc cette possibilité de savoir où se trouve le micro-robot. Initialement, on a développé tout ça indépendamment. Ensuite, on a tout regroupé. Et on a maintenant, depuis quelques temps quand même, des robots intégrés avec un certain nombre de ces composants et même avec la totalité de ces composants depuis le début de cette année. Et donc maintenant, notre problématique, c'est d'optimiser tout ça pour qu'on puisse commencer ce qui s'appelle les essais précliniques. Donc on puisse commencer à l'utiliser, à faire des tests avec sur des modèles vivants. Jusqu'à présent, on fait ça in vitro. Donc on fait ça dans Des des modèles cellules. synthétiques. Donc on fait ça dans des modèles synthétiques, dans des hydrogels, des choses qui sont des équivalents du cerveau, mais pas encore dans des cerveaux. Et donc on est ce moment charnière, mais on a quand même une partie substantielle du travail qui est tout le travail de justement de développer tous ces sous-composants, d'avoir bien validé que on avait choisi les bonnes catégories, de les avoir regroupés, d'avoir un robot qui fonctionne dans ces modèles hydrogel, et on va passer aux choses sérieuses, comme tu dis, c'est-à-dire aux tests sur des Peut-être des mammifères, animaux. des animaux, ouais, pour vérifier que quand on ira chez des humains, on sera effectivement super, super safe et qu'on n'aura pas d'effet négatif du tout sur les patients et que les effets positifs qu'on souhaite avoir. Et puis en plus, pour mettre au point toutes les techniques qu'il faut mettre au point en cas de problématiques X ou Y auxquelles il faut réagir. Donc c'est un moment très important. Et ensuite, le moment d'après, évidemment, c'est quand on commencera à soigner des patients, parce Mhm. on ira sur les patients humains que quand on pourra les soigner. On n'ira pas pour faire des tests Ouais, c'est quand même chaud de... sans les soigner. Ce serait, voilà. Donc, sur les patients, évidemment, on vérifiera bien aussi que le robot est totalement inoffensif, mais on ira quand même parce qu'ils ont des problèmes et que Mhm. il faut participer à soigner ces problèmes. Donc, ce sera encore une autre étape. Et puis après, l'étape d'après, c'est une fois qu'on a tous les accords réglementaires en Europe et puis aux États-Unis avec les FDA, bah, de pouvoir lancer commercialement le produit avec toute la problématique de l'industrialisation. Donc, comment on finance tout ça? Ben, ce qui est intéressant, c'est que ça se finance quand même par étapes. Donc on a besoin de moins d'argent au début qu'on en a besoin à chaque nouvelle étape où il y a plus de monde, où il y a il y a un environnement plus large tout autour, puisque au début c'est vraiment la recherche fondamentale sur les briques de base de la mobilité. C'était Mhm. ça qui nous a préoccupés. Dans la mobilité, on a rajouté le tracking, c'est-à-dire savoir comment justement, enfin, où se trouvait le micro-robot, comment il Mhm. se déplaçait pour pouvoir le suivre. Et puis ensuite, là, on va rajouter les éléments, on est en train de rajouter les éléments réglementaires, donc bah, correspondre bien à tous les critères réglementaires pour pouvoir avoir le droit de faire ces tests et sur les animaux et ensuite de pouvoir utiliser sur des patients dans des tests dits cliniques. Donc ensuite, on se finance avec du capital risque. Et puis après, bah, on fait des tours, le seed, ensuite la série A, ensuite les séries B, donc des tours de plus en plus gros pour financer les étapes qui sont de plus en plus coûteuses, sachant que la partie préclinique et la partie réglementaire est quand même relativement coûteuse. Et puis ensuite, il y a les phases avec des patients humains. Et donc ça, c'est beaucoup plus important, évidemment, en termes de, de besoins financiers pour financer ces étapes-là. Donc nous, on a fait toute la, toute la recherche initiale avec très peu de moyens quand même. Mhm. Je pense qu'aux États-Unis, on aurait eu les moyens de ce qu'on avait, ce qu'on a dépensé, ça nous aurait permis de, de d'avoir une ligne téléphonique, un vieux téléphone à fil et puis peut-être une adresse postale et c'est tout. Et j'imagine que vous êtes Et, quand même obligé de faire et on est un très peu, attention.
on est un peu aidé par on est quand même aidé par la BPI, ça c'est super, ça c'est vraiment important. Donc au début un peu et puis de plus en plus. Donc maintenant ça devient vraiment substantiel. Donc ça c'est génial. Il faut évidemment montrer les résultats que l'on a pour pouvoir passer aux étapes d'après et c'est important. Et voilà. Enfin après nous sur le financement, on est quand même un projet au long cours. Donc on rentre pas dans le format business plan à 3 ans qui risque de déborder Bah, sur 5 c'est trop de parce que pression nous, en plus. parce que nous 3 ans, en 3 ans, on fait des choses, mais on ne fait pas suffisamment pour aller jusqu'au bout d'un projet comme celui-là qui n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas de micro-robot du tout dans les hôpitaux. Et donc voilà, on va être les premiers, ou en tout cas parmi les premiers. Il y a un seul concurrent aujourd'hui existant, donc on va aborder ce marché ensemble. C'est un concurrent qui a une approche différente, donc plutôt les sociétés qui allont ouvrir ce domaine. Et donc, on repose quand même sur des gens qui ont beaucoup de vision, qui ont beaucoup d'imagination, d'envie de participer à une aventure scientifique, médicale, humaine comme celle-là. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Donc ça filtre pas mal. Et en plus, on est sur de la Du medtech. très long terme. Donc ça aussi, c'est un profil d'investisseur qui est plus spécialisé que les investisseurs qui sont généralistes, mais qui en général sont plutôt sur du logiciel ou des choses plus court terme et un peu plus standard. Ok. C'est très atypique ce qu'on fait, bien sûr. Et j'imagine que c'est hyper risqué, que vous devez faire très très attention au niveau du financement, vu que là on parle quand même il y a quand même des éléments de souveraineté. C'est très très innovant et il suffit qu'il y ait peut-être des gens pas très très recommandables qui, dès qu'ils possèdent cette techno, ben ça peut être chaud quand même. Ouais, absolument. En tout cas, en termes de souveraineté, c'est certain que pour nous, on fait très attention à notre propre souveraineté. L'équipe Ouais. au sein de Roboté, pour nous, c'est important de garder la main sur le projet euh, pour pouvoir prendre les directions qui nous semblent les meilleures. On peut se tromper, mais enfin, globalement, je pense qu'on aura un bien meilleur instinct et vision que si cette souveraineté était extérieure. Et d'une Yes. manière plus générale, effectivement, quand on parle vraiment de vraie souveraineté, effectivement, on fait ultra attention à ce que les gens qui nous rejoignent, les investisseurs qui vont faire partie de l'aventure, fit bien avec nous, la même vision des choses. Nous, typiquement, on s'intéresse uniquement à ce qui est pathologie, donc maladie, donc on veut soigner. On n'est pas du tout sur l'augmentation de l'homme, etc. C'est des sujets sûrement passionnants, mais ce pas les sujets qui nous concernent du tout. Enfin, et donc on fait attention à ce que nos investisseurs aussi soient bien alignés sur le fait qu'on est là Vous soignez. pour soigner, quoi, Yes. etc. etc. Enfin, Yes. Donc là on va rapidement sur les questions de fin avant que je te libère. Dis-moi Bertrand, quelles sont les parties les plus difficiles de ton job, de ta vie? les parties les plus difficiles de mon job, euh, je pense que c'est le fait de bien prévoir et de bien organiser euh, toutes les étapes nouvelles, parce que ça change tout le temps, pas seulement parce que la technologie évolue, change, mais parce qu'il y a la phase technologique fondamentale, ensuite il y a la phase du robot intégré, complet, après il y a la phase réglementaire où on commence à s'intéresser de très près aux risques médicaux et à répondre aux questions que vont avoir toutes les autorités réglementaires européennes, américaines, etc. Après, il y a la phase pré-clinique avec les tests dans les animaux et il faut changer d'état d'esprit à chaque étape. Et donc, c'est vraiment, et il faut le faire de manière collective, il faut le faire Bien sûr. au sein de Tour Beauté. Donc, je vois ça avec toute l'équipe, avec Johanna Cartocci qui m'accompagne depuis le début, avec Quentin François qui s'occupe du produit, avec Ali Mas qui est notre micro-roboticien qui chapeaute tout ce qu'on fait en micro-robotique, avec Nancy aussi qui est là quasiment depuis le début et qui s'occupe de tous les éléments légaux, administratifs, financiers, structurels,
HR avec Johanna, avec tout le reste de l'équipe. Bon, j'ai 15 On personnes va à faire, on va citer, faire des donc jaloux. voilà, je Il y a, vais y a pas pas faire de des, jaloux, y a mais pas avec des... Oscar, avec Pierre, avec Lucas, avec Georges, avec Soa, Léandro, avec Arthur aussi, Arthur André, notre neurochirurgien des stagiaires aussi. de référence. Bon, bref, nous tous, il faut qu'on qu'on change d'état d'esprit à chaque fois qu'on a il faut qu'on mue en fait, à chaque fois qu'on a ce nouvel élément qui est à un moment l'intégration, le réglementaire, etc. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Et de financer tout ça, c'est quand même pas simple non plus, Ouais, parce que on rentre pas réellement dans les modèles, comme je le disais tout à l'heure, et on classique. s'en rend compte. C'est-à-dire que le truc important, c'est que tout, tout le monde quasiment est intéressé par le sujet, tout le monde a envie de voir un micro-robot et de nous entendre pitcher, mais tout le monde n'a pas vraiment envie d'investir sur un projet maintenant à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et donc, ça rend notre vie un petit peu compliquée parce on a beaucoup d'espoirs qui sont certainement remplis au sens où on intéresse et peut-être on distrait beaucoup nos interlocuteurs à qui on présente, mais parmi ceux-là, il faut qu'on sache détecter ceux qui vont avoir envie vraiment de nous Yes. accompagner et qui vont être bien pour ça. Mhm. Et ça, c'est quand même un sujet euh, quasi permanent. Mhm. Comment est-ce que toi tu progresses? Tu es toujours en boulimique de bouquins? Alors, oui, mais je trouve que c'est surtout en discutant avec des gens qui ont déjà eu des expériences similaires, pas forcément exactement la même expérience Mhm. dans le domaine médical ou de la medtech ou dans la robotique, Mhm. mais même dans d'autres domaines, dans d'autres startups. Tu parlais d'Alex tout à l'heure, lui, il a vraiment très très bien connu Alex Pas Peschulski, donc que chusqué. tu as accueilli ici. Il a très bien connu la croissance justement de taille d'équipe, d'objectifs, etc. Donc c'est une source importante d'informations. D'autres qui peuvent être aussi certains de nos actionnaires qui travaillent dans de la robotique chirurgicale, mais pas de la micro-robotique, de la grosse Mhm. La robotique, mais qui grosse sont un peu en robotique. avance, qui ont déjà fait leurs essais précliniques et qui ont déjà levé des sites, série A ils sont un petit peu plus avancés, donc on en discute avec eux. Enfin, tout, tout, toute l'expérience de ceux qui sont à des étapes dans laquelle on va être plus tard et qui nous donne une partie de l'information dont on a besoin, qu'on doit digérer, qu'on doit adapter à notre problématique. Mais ça, c'est vraiment un élément très important. Les lectures aussi et les podcasts, Mhm. mais les discussions en direct, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, quoi. C'est des mines d'or d'informations, les notes, les débriefings après, les emails où il y a les contacts directs qui nous concernent très précisément. C'est toujours passionnant. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il faut savoir poser les bonnes questions et ça s'apprend petit à petit. Je suis pas sûr qu'au début, je posais les bonnes questions à ces interlocuteurs parce que je n'osais pas en fait. Il y a certaines questions qui te font apparaître comme quelqu'un qui n'a pas encore les contacts, les réseaux, ou même, Alors que c'est l'idée, alors justement, qu'en fait, demande voilà, parce que tu sais pas. exactement. Et cette espèce de mentoring quand tu sais bien demander euh, et que ça se débloque, qu'en 30 secondes, tu as une réponse à un truc qui t'aurait fait perdre peut-être des mois. Mhm. Là, c'est vraiment génial. Donc il faut avoir créé quand même un niveau de connivence et de contact avec les interlocuteurs de, de très bon niveau, donc il faut éventuellement les connaître depuis un certain temps. Mais Mhm. après, il faut aussi oser poser les bonnes questions au bon moment aussi pour avoir les réponses. Et quand on les a, c'est juste génial. Je dirais que c'est ça quand même l'élément qui fait le plus progresser. Yes. Tu nous partages un de tes plus gros regrets, ce qui est Oh là là, partageable, hein. un de mes plus gros regrets, c'est mais vraiment je fonctionne pas vraiment comme ça quoi. J'adorais en partager un vraiment, mais j'ai pas de j'ai pas de gros regrets. J'ai même pas de regrets qui me viennent à l'esprit. Si tu as une autre question, peut-être que pendant cette Bah, question, je te on va sur le contraire, tout simplement. C'est quoi ta plus grande fierté ou bah, une de tes plus grandes fiertés? moi je crois que ma plus grande fierté professionnelle, c'est ce que je suis en train de faire. Enfin, vraiment, c'est ce travail qu'on est en train de faire. C'est toute l'équipe de Roboté, c'est la passion qu'on y met, c'est le micro-robot qui sort de terre, c'est les collaborations avec les médecins qui, chaque fois qu'on les voit,
nous apprennent des choses nouvelles, eux aussi sont une source très importante d'informations. Et ça, c'est clairement ma plus grosse fierté, c'est de trouver un gros regret. Non, franchement, je suis désolé, c'est Ça, pas, on va skipper. Il n'y a pas de j'en souci. trouve pas. Donc, T'as un bouquin à nous recommander là? j'aurais dû préparer ça quand même. Là, je suis en train de lire un bouquin d'un neurologue anglais qui, alors c'est très spécialisé, ça va pas Mhm. forcément passionner tout le monde, mais moi j'adore ce livre, je l'ai découvert parce qu'il était mis en avant dans une librairie généraliste je préviens quand même, hein, de New York, Mhm. McNally Jackson, qui est une super librairie, je crois que c'est ma librairie préférée au monde, et ça s'appelle Brain Spotting. Yes. Je me souviens plus du nom Alors, du on va neurologue, retrouver, on va mettre mais le lien en Brainspotting, et description. c'est vraiment passionnant parce que c'est quelqu'un qui est un grand neurologue. C'était un ami de Oliver Sacks, qui a écrit pas mal de livres très connus, qui était aussi neurologue à New York, qui est décédé il y a quelques années, qui avait fait beaucoup de travail sur le cerveau et la musique notamment, et sur la plasticité du cerveau, parce que lui, il avait un très gros Sacks, un très gros accident de moto. Il avait perdu beaucoup de facultés, et il Mhm. les a retrouvés, mais il les a retrouvés en plus avec un regard de neurologue, donc Ah ouais. un regard professionnel, donc c'est auto-étudié, et Mhm. donc il a des livres qui sont passionnants. Et là, c'est un de ses amis qui a une pratique plus classique avec des patients, mais qui est passionné par le diagnostic justement des maladies du cerveau en observant et en posant des questions à ses patients. Donc sans... Alors, l'imagerie, évidemment, les IRM, etc., jouent un rôle important, mais Mhm. enfin, il est assez vieux, donc il vient de cette époque où l'accès à l'imagerie était quand même plus difficile. Et donc, il y a un énorme travail humain, en fait, en direct avec les patients. C'est vraiment une enquête à la Sherlock Holmes. Et on voit toute son éducation, et notamment à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, où il est resté assez longtemps. Il en parle beaucoup. Donc, pour moi, c'est assez passionnant parce que j'y passe du temps. Et on voit aussi ses obsessions, en fait. Donc, il passe d'une obsession à une autre. Alors, quand il est enfant, c'est l'observation des oiseaux. Et on voit le lien entre ces différents sujets, on voit sa passion pour l'histoire de la médecine, pour l'art. On voit comment on peut être à la fois ultra spécialisé dans un sujet et très complet, s'intéresser à des choses qui sont complètement différentes de son sujet numéro un, s'intéresser à la peinture, à la musique, à l'art sous toutes ses formes, à son époque, et nourrir sa passion avec tout ça. Et ça, j'aime beaucoup ce livre que je suis en train de lire. J'ai pas encore Yes. complètement terminé. C'est un petit bouquin. Il n'intéressera pas tout le monde, mais en tout cas, il est On va quand passionnant, même mettre quoi. les liens Brainspotting. en description. Voilà. Moi, je me fais crier des gens. Moi, je suis en train de lire un bouquin un peu de Sarkozy, là. Le temps Ah, des d'accord. tempêtes. Ok. Je peux pas me faire que des potes avec ce bouquin-là, mais c'est super intéressant et je recommande aussi. Euh, est-ce que tu aurais, est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose de d'impérissable, une bouteille à la mer. Alors, ce qui est très chouette, c'est que je travaille que avec des très jeunes. Donc, 30 ans, 31, 32 ans, 33 ans, c'est les vieux de l'équipe. Moi exclu, hein, parce que je suis le grand-père. Euh, donc ils ont plutôt la vingtaine. Donc je vois un peu, je vois quand même qu'ils se donnent l'autorisation en tout cas ceux qui sont autour de moi, de se passionner et de passer du temps et de travailler, de vivre, de ceux qui sont autour de moi, de projets aussi enthousiasmants et importants. Et je pousserai ceux qui sont, je pousserai les enfants, les étudiants, les jeunes, effectivement, à ne pas hésiter à aller dans ces directions-là et aller sur des sujets moonshot, c'est-à-dire des sujets, non seulement des sujets qui sont des sujets importants, comme l'environnement, comme la santé, etc., mais aussi des projets très long terme. Voilà, le fait de travailler sur du très long terme est fondamental parce que il y a des choses qui ne se font qu'avec un temps long. On ne peut pas les faire en 6 mois, on peut pas faire en un an, on peut même pas les faire en 3 ans. Et aujourd'hui, il y a un découpage beaucoup plus court euh, que ça. Et on a besoin, donc on parlait tout à l'heure des 3 ans, des 3 ans qui deviennent 5 ans des startups, mais voilà, il y a un découpage en tranches beaucoup plus courtes. Mais il faut voir ça comme une série, voilà, une série Mhm. avec plein d'épisodes et puis plein de saisons. Et je pense que ça, c'est assez passionnant.
Il faut pas hésiter, même si ça sort des modèles usuels, à envisager les choses comme ça, parce que les très gros problèmes se résoudront peut-être très vite une fois qu'on aura la solution, mais pour trouver les solutions à ces très gros problèmes de société qu'on a, peut-être qu'il faudra beaucoup de temps, voilà. Et je souhaite qu'ils se résolvent très vite, mais aussi qu'on passe le temps à les résoudre avec des vraies solutions plutôt qu'avec dans le cas de l'environnement, du greenwashing ou des petits coups ponctuels, éventuellement plus ou moins médiatiques. Et donc ça, c'est le travail d'un scientifique, souvent, de s'intéresser à un sujet toute sa vie ou presque toute sa vie, de changer. Mais je pense que sans aller jusqu'à là, avoir des formats, travailler sur des formats de 10 ans, 12 ans, c'est complètement envisageable et ça peut être découpé de manière très intéressante. On parlait des séries tout à l'heure, et avec beaucoup de surprises. C'est évidemment que si on est sur un sujet qui se résoudra en 10 ans, 12 ans, 15 ans, on ne connaît pas tous les épisodes à l'avance, c'est très très clair. Mais se projeter de cette manière, je pense que c'est vraiment très important qu'il y ait des gens qui le fassent. Et donc ceux qui sont en situation de le faire ou qui sont intéressés, je pense que ça vaut le coup de regarder ça et de changer les modèles de financement, de changer les modèles économiques, de changer les modèles organisationnels pour qu'ils s'adaptent justement à ce que eux feront, comme nous on le fait, adapté à notre développement de micro-robots. Voilà, je pense que c'est vraiment important parce qu'il y a des miracles, enfin des miracles, c'est pas des miracles, c'est le fruit de ces travaux de longue durée, mais il y a des miracles et en plus, ce qui justifie cet investissement long terme, c'est aussi le côté transdisciplinaire dont on parlait. C'est-à-dire que le transdisciplinaire demande qu'on se comprenne, qu'on se connaisse, qu'on soit synchrone, comme un orchestre en fait, avec des instruments différents. Et ça prend du temps. Parce que il faut apprendre à connaître la discipline de ceux qui sont autour de nous pour pouvoir s'y adapter. Et donc, voilà, c'est aussi le temps de projets très ambitieux par le nombre de sujets qu'on va pouvoir y mettre par cet aspect, cette dimension transdisciplinaire. Donc ça aussi, ça prend du temps. Voilà, c'est ça que je dirais. Le multidisciplinaire, transdisciplinaire, multiculturel, transculturel, en se donnant du temps. Et une fois que la solution sera là, qu'elle se déploie en 3 semaines, 1 mois, 6 mois, tant mieux. Là, il faut aller vite quand il y a un problème et qu'on sait comment le résoudre. Mais tant qu'on ne sait pas comment le résoudre, il faut prendre le temps qu'il faut pour le résoudre bien et pas faire semblant de le résoudre ou l'ignorer. Yes. On te contacte où, Bertrand? Sur LinkedIn. Voilà. On va mettre le lien en description. C'est Bertrand Duplat. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Bah, moi, j'aime bien l'expression DIY, do it yourself. DIY plutôt, en anglais. Et pour moi, c'est un débrouillard. C'est que si on a envie de faire quelque chose très très fort, et qu'on a un minimum d'ambition et un minimum de légitimité, parce que si c'est quelque chose de nouveau, comment avoir réellement une légitimité sur quelque chose que personne d'autre n'a fait, et bien qu'on se lance et qu'on fasse tout ce qu'on ne trouve pas en fait. Et le fait de se débrouiller comme ça pour se financer, pour fabriquer ses outils, pour fabriquer sa culture d'association, de projet, d'entreprise, pour moi c'est ça un débrouillard, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est une super expression et je vais l'utiliser plus d'ailleurs parce que j'utilise do it yourself, mais on peut avoir l'expression française débrouillard. Mais effectivement, dans do it yourself, il y a aussi l'objet final. Dans débrouillard, il y a plus la personne. Tu le fais toi-même. Mais voilà, il faut le faire soi-même et en groupe, c'est mieux, quoi. Quand on doit tout faire soi-même, autant le faire en petit groupe, sinon c'est trop difficile. Mais ça correspond très bien à ce qu'on a fait nous. On s'est débrouillé et on va continuer avec de plus en plus de moyens, mais il y a quand même beaucoup de débrouille aussi dans la science et dans l'ingénierie. Nice. Clairement. Je te remercie Bertrand, merci pour ton temps, pour l'énergie et je te dis à très vite. Merci beaucoup, à très vite. Ciao.